Merci Henri-Claude. J'étais déjà venu ici à l'INSEAD, j'avais eu l'honneur d'être invité déjà dans cet amphithéâtre et j'y retourne avec beaucoup de bonheur et de fierté parce que c'est un lieu prestigieux. Je suis journaliste depuis une douzaine d'années. Je m'intéresse aux matières premières parce que les matières premières c'est passionnant pour mon métier, parce que ça me permet de lier des enjeux écologiques, enfin des enjeux géopolitiques très lointains, écologiques très lointains, qui n'intéressent pas forcément grand monde, puis en même temps notre problématique quotidienne de consommateurs, parce que lorsque nous consommons un fruit, un légume, lorsque nous utilisons une technologie, un téléphone portable qui se promène dans notre sac à main, et bien en fait, nos actions de consommateurs, consommatrices génèrent des impacts à l'autre bout du monde. Et quoi de mieux pour intéresser les gens à ces enjeux géopolitiques souvent très lointains que de leur dire « mais oui, mais à un moment, vous êtes bien directement concernés puisque c'est vous qui décidez de ce qui se passe à l'autre bout du monde de par vos actes de consommation ». Et c'est ainsi que je me suis intéressé aux métaux rares il y a presque une dizaine d'années, en me disant pendant toutes ces années, d'abord, c'est un sujet indispensable et je ne vois pas comment ça ne peut pas ne pas un jour nous péter à la figure. C'est tellement important qu'il faut absolument que je traite le sujet par les documentaires, des articles, j'ai monté un think tank sur la question, j'ai organisé des conférences à l'Assemblée nationale, j'ai fini par en écrire un bouquin tellement c'était important de raconter quelque chose, de vous expliquer quelque chose. Et puis, pendant toutes ces années, je me suis posé une question, et cette question, je vous la pose ce soir, elle est à mon avis fondamentale. La question, elle est simple, c'est par quoi est-ce qu'on va bien pouvoir remplacer le pétrole? Et cette question est extrêmement importante parce que nous vivons une transition énergétique. Et cette transition, vous la connaissez tous, toutes et tous, c'est cette transition qui a connu un coup d'accélérateur formidable avec la COP21 de décembre 2015. Nous sommes à Paris en décembre 2015, la COP21, les accords de Paris. Il faut effectivement, le postulat, c'est que nous sommes responsables, nous les humains, de plus fortes émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Le climat risque de se réchauffer au-delà des 2 degrés d'ici la fin du XXe siècle, du XXIe siècle. Et pour cela, il faut essayer de décarboner nos modes de vie. Et à commencer par notre mode de consommation énergétique. Nous dépendons d'une façon générale dans le monde, pas spécialement en France, mais dans le monde, de pétrole, de charbon. Tout ça, ça consomme beaucoup de matière, ça réchauffe le climat. On ne peut plus continuer comme ça, sinon on va sortir de ce cadre des 2 degrés et il faut pour cela basculer vers les technologies vertes que vous connaissez toutes et tous, les panneaux solaires, les voitures électriques, les éoliennes, parce que grâce à cela, nous allons pouvoir consommer sans consommer. Et donc de la sorte, eh bien, nous ne réchaufferons pas le climat. Et donc tout le monde s'engage, et à mon avis, il faut le faire, j'y reviendrai, mais tout le monde s'engage dans cette merveilleuse révolution verte. Le mot vert est apparu partout, on leur sert à toutes les sauces, le sushi est vert, votre voiture est verte, vos technologies sont vertes, le moindre de vos gestes est vert. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté par le marketing. Simplement, toute transition énergétique a besoin de ressources. Alors quand nous avons fait la première révolution énergétique de l'histoire, la première transition énergétique, c'était la première révolution industrielle, pour faire fonctionner la machine à vapeur, il fallait une matière première extrêmement importante, c'était le charbon. Et puis au XXe siècle, un siècle plus tard, enfin, le charbon ça commence à la moitié du XVIIIe siècle, mais au début du XXe siècle, on se dit on va trouver une autre façon de se déplacer, de consommer de l'énergie, et cette nouvelle technologie qui va remplacer la machine à vapeur, c'est le moteur à combustion interne, hein, c'est nos voitures à essence, et pour cela on passe du charbon à une autre matière première que vous connaissez bien évidemment, et cette matière c'est le pétrole. Et puis on se dit, ça va pas, c'est encore un problème, un siècle plus tard, nous y sommes, on va faire mieux que ça, on va se débarrasser du charbon et du pétrole, et nous allons passer vers ces technologies-là, et pour cela, nous avons besoin de rien. Sauf que, vous savez, on a un peu oublié, parce que nous sommes plus un peuple de paysans en France, parce que nous allons au Monoprix acheter des produits ultra transformés, des plats préparés, et donc cette culture de la matière, nous l'avons un peu oubliée ces dernières années, voire ces dernières décennies. Nous ne savons plus forcément le lien entre la matière brute et ce qui se passe au bout de la chaîne pour le produit fini. Nous avons gagné du pouvoir d'achat, mais nous avons perdu du savoir d'achat. Et pour cette raison, eh bien, nous ne savons plus trop ce qu'il y a dans notre plat préparé Monoprix. Nous oublions un peu d'où vient le pétrole que l'on met à la pompe à essence, hein, parce que vous allez peut-être vous y rendre, mais peut-être que ce pétrole vient du Nigeria, du Gabon, d'Alaska, je ne sais où, plus personne ne le sait. Et puis nous ne savons pas que toutes ces technologies vertes ont besoin de ressources. Et ces ressources sont indispensables aux technologies vertes, et ce siècle n'est plus un siècle de charbon ou de pétrole, ce sera un siècle de métal.
parce que nous allons avoir besoin de quantités colossales de métaux pour cette technologie verte, et plus précisément de métaux rares. De technologie verte d'ailleurs et de technologie numérique. Parce que la transition énergétique, c'est une transition vers ces technologies vertes, dont vous voyez deux exemples sur la photo, mais les technologies numériques, parce que les technologies numériques, c'est, vous savez, la ville intelligente, le réseau électrique intelligent, c'est cette idée qu'en fait, les puissances de calcul qui nous sont offertes aujourd'hui, et qui sont extrêmement impressionnantes, eh bien, elles permettent de faire de l'efficacité énergétique, d'améliorer l'efficacité des technologies vertes, des réseaux électriques, et donc de faire des économies d'énergie. Et donc, l'une et l'autre, ces transitions à la fois énergétiques, vertes et numériques, s'additionnent, fusionnent pour imaginer demain ce monde plus vert. Ce sont toutes les thèses de Jeremy Rifkin, peut-être que vous le connaissez, ce pape de cette troisième révolution industrielle. On fusionne ces deux familles de technologies, vertes et numériques, pour pouvoir aller vers un monde moins consommateur de ressources, plus virtuel. Hein. Le numérique, c'est merveilleux. Vous envoyez un email plutôt que d'envoyer une carte postale, et bien forcément, ça dématérialise nos économies. Donc, à cette condition, on va pouvoir réussir à faire coïncider croissance et respect des engagements de Paris, et à aller vers un monde plus respectueux, plus bienveillant, plus sobre en ressources, plus respectueux de l'environnement. Simplement, il faut ces fameux métaux rares, et je voudrais vous en parler un instant. Dans la nature, vous n'avez pas que des matières premières dans une mine, vous n'avez pas que des matières premières, vous n'avez pas que des métaux abondants, comme le fer, le cuivre, le zinc, ça c'est les métaux que vous connaissez tous. Mais dans une mine, il y a toujours des métaux un peu plus rares que d'autres, et voire franchement très rares. C'est-à-dire qu'ils peuvent être 1000, 2000, 3000 fois plus rares que les métaux abondants. Et donc dans une mine, vous pouvez trouver 1 tonne de fer, mais dans cette même mine, pour 1 tonne de fer, vous allez en moyenne trouver 1 kg de néodyme, un métal très rare. Vous avez un ratio de 1 à 1000. Et c'est pour ça que certains géologues les appellent des métaux rares. J'y reviendrai, ils ne sont pas vraiment rares, on les trouve partout sur Terre, mais cette rareté géologique par rapport aux métaux abondants fait qu'on les appelle rares, on les appelle stratégiques, ils ont des applications stratégiques, on les appelle critiques. La Commission européenne dit qu'elles sont critiques, ces métaux, parce que, compte tenu du fait qu'il y a des tensions sur les approvisionnements entre l'offre et la demande, il y a des risques de pénurie, et donc ces métaux sont rares, stratégiques, critiques, et la Commission européenne, en 2011, nous dit « J'ai identifié, pour la première fois de l'histoire, des métaux critiques, les métaux de notre transition énergétique et numérique, j'y reviendrai, et les voici, les 14 premiers, antimoine, beryllium, cobalt, peut-être que vous connaissez davantage le mot cobalt, niobium, platinoïde, terres rares. On va rentrer dans la définition de terres rares qu'Henri-Claude a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez les terres rares, c'est une famille de métaux rares qui se subdivisent en autres métaux. Mais les terres rares sont une classe de métaux rares. Et donc en 2011, nous avons 14 premiers métaux qui apparaissent dans les radars, et on se dit, tiens, attention, il faut faire attention à ces métaux parce qu'il y a un risque de pénurie, ils sont stratégiques, rares, critiques. En 2014, l'Union européenne se remet à l'ouvrage et nous propose d'améliorer cette liste et d'y rajouter quelques métaux supplémentaires que vous voyez ici, space fluor, borate, silicium. C'est intéressant parce que le silicium, c'est pas rare du tout, parce que je sais qu'il y a forcément un géologue statistiquement dans la salle qui me dira « mais non, mais ça, c'est pas rare ». Ce n'est pas rare, mais le silicium métal, c'est très compliqué à faire, industriellement parlant, et donc ça peut devenir rare au sens industriel. Et puis la Commission européenne continue, en 2017, elle dit « bah oui, mais voilà, nous sommes dans un monde de plus en plus rare, avec une population toujours plus importante, des modes de vie qui se développent, et pour cette raison, eh bien, on passe à une liste de 27 métaux, et les Américains viennent de s'y mettre également en 2018. Ils additionnent encore à cette liste d'autres métaux, et vous voyez que nous en sommes dorénavant à 35 côté américain. Les Européens vont remettre à jour cette liste l'année prochaine, et je pense que nous serons à plus de 27, peut-être plus de 35. Donc nous sommes dans un monde sous tension où apparaissent des matières premières qui n'étaient pas très connues jusque-là, mais qui sont indispensables et pour lesquelles il y a un risque sérieux que nous en manquions. En tout cas, il peut y avoir des pénuries limitées dans l'espace et dans le temps, mais ces pénuries existent, et c'est pour ça que la Commission européenne nous alerte. Alors, ces technologies, elles servent dans les technologies vertes. Elles servent dans les technologies vertes, elles servent dans pas mal d'éoliennes, elles servent dans pas mal de panneaux solaires, on pourra revenir dans quels panneaux solaires, quelles éoliennes. Elles servent dans les voitures électriques, c'est un peu le symbole de la transition énergétique, ces voitures électriques. Si je devais en prendre une seule et vous montrer un seul exemple, je vous dirais, la voiture électrique, regardez tout ce que ça contient comme métaux. Ça contient du magnésium, de l'aluminium, du dysprosium, du néodyme, c'est des terres rares qui servent pour les moteurs. L'élément essentiel de la batterie de la voiture électrique, c'est la batterie. Et cette batterie contient notamment du lithium, du cobalt, du nickel. Le lithium, c'est pas rare, le cobalt, ça l'est davantage. Ce qu'on voit, c'est qu'une voiture essence classique, elle a besoin de moins de métaux rares qu'une voiture
thermique. Donc d'un côté, la voiture électrique, pardon, excusez-moi, la voiture électrique consomme plus de métaux rares que la voiture thermique. Donc d'un côté, la voiture électrique consomme moins de pétrole, parce qu'il n'y a pas à recharger avec du pétrole, mais d'un autre côté, elle consomme plus de métaux rares. Donc il y a peut-être une économie d'un côté, mais il y a un surplus de consommation de matière de l'autre. Donc voici pour cet exemple. Je vous parlais des technologies numériques, parlons de cette technologie que vous avez tous dans la poche, parce que vous avez tous des métaux rares sur vous à l'instant où je vous parle. Et ces métaux rares, il les faut pour faire fonctionner toutes les technologies numériques, et en particulier celle-ci, qui est le téléphone portable. J'aime bien vous citer deux exemples qui sont intéressants. Il y en a une qui s'appelle le néodyme, qui est là. Le néodyme, c'est ce métal qui se trouve dans votre aimant, grâce auquel votre téléphone est en mode vibreur. Et donc, si votre téléphone vibre, plutôt que de sonner pour une conférence à l'INSEAD, par exemple, eh bien, c'est parce qu'il y a un tout petit bout de métal de néodyme dans l'aimant, et c'est un métal qui donne à cet aimant des pouvoirs un peu surpuissants, pour parler en termes un peu familiers, et qui fait que l'aimant est tout petit plutôt que d'être très gros, et si vos téléphones ne font plus la taille d'une brique, comme les GSM des années 90, mais qui sont tout petits, c'est notamment grâce à cet aimant tout petit qui contient ce néodyme. Il y a un autre aimant, il y a un autre métal que j'aime bien, c'est l'indium. Vous savez, il fut un temps, on envoyait des SMS en tapant sur des touches. Et puis un jour, Steve Jobs est arrivé et a dit « j'ai créé un iPhone ». Et l'iPhone, c'est génial parce que c'est un écran tactile. Mais qu'est-ce qui fait que l'écran est tactile? Eh bien, c'est parce qu'il y a quelques milligrammes de poudre d'indium sur l'écran et qui confère à votre écran une qualité tactile. Et personne n'imaginerait de revenir dans le monde d'avant les écrans tactiles. Et pour cette raison, vous imaginez combien ces métaux rares, même en très faible quantité, sont indispensables à notre vie d'aujourd'hui. Un Chinois un jour me disait « mais sans métaux rares, le monde reviendrait aux années 70 ». Et en fait, on rêve toujours aujourd'hui des années 70, mais en fait, on n'a aucune envie de revenir au monde des années 70, parce que c'est un monde sans métaux rares. Il en faut de plus en plus de ces métaux. Hein. Les métaux des années 50, enfin les téléphones des années 50, il y avait 12 éléments. Dans les années 90, il y avait 29 éléments de la table de Mendeleïev. Dans les GSM des années 90, donc déjà c'était des technologies plus complexes, avec davantage d'éléments qui étaient requis dans la table de Mendeleïev, mais le téléphone d'aujourd'hui, il y a jusqu'à 55 éléments pour toutes les fonctions de votre téléphone, qui, comme vous le savez, sert à tout, sauf à téléphoner, et pour cela, il faut beaucoup de métaux. De la même manière, il faut de plus en plus de ces métaux dans les technologies vertes. Voilà, je vous montre des images, mais qui vous nourrissent, c'est-à-dire entre le bon vieux moulin avant du XVIIIe siècle et les technologies vertes d'aujourd'hui, vous voyez que, eh bien, pour les fabriquer, il faut toujours plus de matières premières. Et donc ces technologies vertes, comme les technologies numériques, sont plus complexes. Elles sont faites d'alliage, c'est-à-dire qu'on prend des métaux ensemble, on les mélange, on fait une espèce de recette de cuisine, et ces mélanges transforment les propriétés de la matière, font que la matière est plus efficace, plus efficiente, et pour cette raison, eh bien, on utilise de plus en plus de métaux tous mélangés les uns aux autres. Donc notre monde toujours plus moderne est un monde toujours plus complexe, avec à la clé toujours davantage eh bien, de combinaisons de métaux pour permettre cette industrialisation de technologies vertes, de technologies numériques. Alors simplement, il en faut aussi du coup en beaucoup plus grande quantité. Et quand vous regardez par exemple la voiture électrique, aujourd'hui en 2017, il en roulait 3 millions, aujourd'hui il y en a 5 millions sur Terre, en 2030 il y en aura allez, disons 150 millions environ, mais pour cela, l'industrie de la voiture électrique va avoir besoin de beaucoup plus de ces métaux pour fabriquer ces voitures. Et ce que vous voyez là, ce sont des chiffres qui ont été présentés à la Commission européenne il y a environ un an. Il faudra 69 fois plus de nickel pour les voitures électriques, pour l'industrie de l'électromobilité. Et cette industrie-là va avoir besoin, pour ses nouveaux besoins, de 50 fois plus d'aluminium, et de davantage de cuivre, et de davantage de graphite, de lithium, de cobalt et de manganèse. Donc encore une fois, c'est super, on va essayer de se sevrer du pétrole et du charbon, et plus précisément du pétrole en parlant de la voiture électrique, mais d'un autre côté, nous allons avoir besoin de davantage de matières premières minérales, rares, stratégiques, critiques, pour fabriquer ces technologies-là. Vous l'avez compris, nous passons d'une dépendance à une autre. C'est l'INSEAD, vous êtes hyper scolaire, c'est vachement bien, vous suivez, c'est parfait. Simplement, ces métaux sont merveilleux. Je vous rappelle que l'armistice, la COP 21, c'est un peu comme un armistice, quoi. Moi, je revois les images, on s'embrasse, c'est un peu le 11 novembre, quoi. C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va vers un monde plus vert, on est là, on est hyper content, on se dit voilà, on va vraiment réussir à lutter contre le réchauffement climatique
en se partageant les tâches, en faisant de la solidarité financière entre les pays développés et en développement, et puis en allant vers ces nouvelles technologies-là, mais simplement au moment où les gens se prennent la main, à raison. J'étais extrêmement fier à ce moment-là d'être français, mais personne ne s'est posé une question fondamentale, enfin plusieurs questions. On va aller les chercher où, ces métaux? Et puis, est-ce qu'il va y avoir un coût environnemental, écologique, social, humain, pour aller les extraire, les raffiner, les commercialiser? Est-ce qu'il y a des États qui vont tenir le marché de ces métaux, de la même façon que l'Arabie Saoudite et d'autres pétromonarchies ont tenu le marché du pétrole et ont fait du XXe siècle ce que vous savez? Est-ce qu'il y a des risques que nous soyons en tension à ce point que nous sortions les armes pour aller sécuriser les approvisionnements les plus stratégiques, parce qu'il faudra bien ces métaux pour de nouvelles technologies? Est-ce que nous courons vers de nouvelles guerres potentielles pour sécuriser les métaux rares, comme il y a eu des guerres pour sécuriser le pétrole? Et si on regarde la transition énergétique, sous l'angle de ces matières premières sans lesquelles cette transition n'est pas possible, n'aurait pas lieu, c'est une autre histoire, une contre-histoire, qui apparaît devant nous et dont je voudrais vous parler. J'étais il y a quelques mois, j'en reviens en fait, c'était il y a 4-5 mois, dans le nord de la Chine, dans la province de Lianyonjiang, à la limite avec la Russie, vraiment à la frontière extrême orientale. Pourquoi là-bas? Parce que d'abord, je réalise un documentaire pour Arte, qui sera diffusé en 2020, c'est l'adaptation du livre qui a été évoqué pour la télévision. Et puis aussi parce que là-bas, c'est l'une des principales zones d'extraction du graphite. Et le graphite, c'est indispensable pour nos technologies. Vous avez tous du graphite sur vous, vous en avez 6-9 grammes environ pour votre batterie de téléphone, et on ne peut pas concevoir de batteries aujourd'hui telles qu'elles sont, autonomes comme elles sont, performantes comme elles sont, petites comme elles sont, sans graphite. Et il en faut 50 kg pour une batterie de voiture électrique. Donc il faut bien aller chercher ce graphite quelque part. Alors je vous ramène quelques photos. Elles ne sont pas encore diffusées, il ne faut pas trop les diffuser sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblent les mines de graphite dans le nord de la Chine. C'est une photo qui a été prise au drone, donc on envoie des drones au-dessus des mines pour avoir une idée un peu générale de ce que ça représente que ces zones d'extraction minière. Vous voyez l'eau, c'est nappes phréatiques, hein, ils ont creusé en dessous les nappes phréatiques. Bon, ça ressemble à une mine, hein, je veux dire, mais il faut bien prendre conscience que la base de la technologie verte, elle commence ici. Tout commence par une entaille qui est creusée dans le sol. Alors ce graphite, ensuite, tous les rebuts de l'industrie minière sont rejetés en fait dans la nature, donc là également au drone, une capture d'écran de tous ces rebuts qui peuvent être rejetés par des camions du haut d'une montagne devenue artificielle. Et puis, des hommes travaillent dans cette industrie, très couverts. Alors, on les filme de loin parce qu'on est complètement clandestin. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de filmer ici. Je suis en situation extrêmement délicate avec la police si jamais je la croise à un coin de rue. Donc, naturellement, ces gens que l'on filme sont loin, on ne peut pas les approcher. Donc, c'est pour ça que vous ne les voyez pas forcément très bien. Mais vous les voyez très couverts parce qu'il y a des poussières de graphite. Hein. Le graphite, c'est une espèce de poudre qui se vole au vent. Et donc, du coup, pour se protéger les poumons, les hommes travaillent à déplacer les ballots de graphite très protégés. Il vaut mieux parce que si jamais ils ne se protègent pas, vous voyez, dans les mines, dans les usines de graphite dans laquelle on a pu rentrer, eh bien, vous voyez cette espèce de poudre avec une odeur de beurre rance qui a une texture un peu graisseuse qui peut vous recouvrir facilement le corps et vous n'avez pas envie de respirer ça toute la journée. Les témoignages de gens qui vivent autour, qui vous parlent de maladies, etc., sont naturellement fréquents. Et puis vous avez ici les sacs de graphite de 25 kg qui sont prêts à être transportés vers les quatre coins de la Chine pour servir à fabriquer les batteries de la transition numérique et de la transition verte. Il y a la mine et il y a le raffinage. Et je voudrais vous parler plus précisément des terres rares. Et les terres rares, c'est une autre classe de métaux rares dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est indispensable également pour vos téléphones, pour la plupart des moteurs de voitures électriques. Hein. Dans les voitures électriques, il faut environ 4,5 kg de terres rares. Et les terres rares s'extraient plus précisément là, à Baotou, en Mongolie intérieure, dans la région autonome de Mongolie intérieure. Et là-bas, eh bien, ce sont les usines de terres rares. Et donc, ces usines sont nécessaires pour raffiner la matière, toujours au drone avec des images d'usines, de zones industrielles qu'on a peut-être un peu oubliées chez nous, hein, c'est pas tous les jours qu'on voit ça en France aujourd'hui. Ce processus industriel consomme énormément d'eau, il faut beaucoup d'eau pour raffiner les terres rares, mais l'eau après il faut la traiter. Est-ce qu'on la traite? Pas vraiment, on la rejette directement dans des lacs de rejets toxiques, devenus toxiques parce que les eaux sont chargées en produits chimiques et en métaux lourds. Alors, naturellement, pour raffiner ces terres rares, il faut de l'électricité. Et en Chine, l'électricité provient aux 3/4 du charbon et du pétrole. Et donc, il faut apprécier ce qu'on appelle l'énergie grise.
dans un processus industriel. Or, en Chine, qui fabrique toutes ces technologies et les métaux, eh bien, il faut, pour les 3/4 en moyenne, de l'électricité à base de charbon. Donc, vous avez nécessairement des rejets à base donc des rejets sous forme de dioxyde de carbone dans la nature pour cette industrie précise des métaux rares. On veut tous éviter ça. Hein. Naturellement, en fin de vie, on voudrait éviter ces images que vous connaissez de décharges africaines où les enfants récupèrent des petits morceaux de métal dans les vieux téléphones portables ou dans les vieux écrans cathodiques. On préférait tous, naturellement, qu'un téléphone portable serve à fabriquer un autre téléphone portable et qu'un panneau solaire serve à fabriquer un autre panneau solaire. Ça, ce serait l'idéal, c'est l'économie circulaire, mais c'est très compliqué en pratique de recycler ces métaux rares, parce que ces métaux interviennent dans les technologies, comme je vous l'ai dit, sous forme d'alliage. Donc ça veut dire en fait que pour les recycler, il faut les désallier. Je prends un exemple, vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous mettez des œufs, de la farine, du sucre et quoi d'autre? Et du chocolat. Des œufs, de la farine, du chocolat, du sucre. Eh bien, vous ne l'avez pas terminé, il est un peu pourri peut-être dans votre frigidaire, vous allez le jeter, vous dites non, je vais faire mieux que ça, je vais recycler mon gâteau au chocolat. Et je vais reséparer la farine des œufs, du sucre et du chocolat. Et là, vous vous rendez compte que ça va être très compliqué. Bah, c'est pas plus simple de recycler un métaux rare. Et pour cette raison, tout ce qui est en rouge ne se recycle pas. Ce qui est en bleu, c'est les métaux abondants, faciles à recycler, le fer, et on recycle très bien des tas de métaux. Hein. En France, on recycle parfaitement bien le plomb, par exemple, important parce que ça vient des batteries de voitures thermiques, et pour des raisons sanitaires, on ne peut pas ne pas recycler le plomb. Donc il y a des filières très bien organisées, mais pour toutes les autres filières, notamment de métaux rares, en CAD, vous avez le beryllium, vous avez tout ça, ce sont toutes les terres rares, et notamment le néodyme, qui se trouve là, hein, le néodyme de votre téléphone portable se trouve là, ça se recycle à moins de 1%. Et donc, vous voyez que c'est compliqué et qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, le recyclage n'est pas facile. C'est moins cher de retourner chercher le minerai chez les Chinois plutôt que d'aller acheter le métal recyclé chez le recycleur. La matière secondaire coûte plus cher que la matière primaire. Ce n'est pas une question technique, on sait faire, mais c'est une question économique, on ne veut pas faire parce que c'est trop cher et que nous vivons dans un monde du moindre coût. Et pour cette raison, nous retournons toujours à la mine avec les conséquences que vous savez. Donc, pour aller un peu plus loin dans cette partie écologique, si vous me permettre, si je puis me permettre, je trouve qu'il y a dans cette transition écologique une somme de paradoxes que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est que pour faire du propre, il faut faire du sale. Et ça, on ne le voit pas. Parce que quand on roule en voiture électrique, et on peut rentrer dans le détail d'une analyse de cycle de vie, si vous voulez, tout à l'heure dans les questions, on ne dégage pas de CO2, la voiture est propre, zéro émission, sauf que la pollution est en amont, elle sera en aval, mais elle n'est pas chez nous. Et donc on a l'illusion d'une propreté, mais en fait, on ne supporte pas la pollution du processus minéral, du processus extractif, pardon. Il y a un autre paradoxe qui est intéressant, c'est que les énergies renouvelables requièrent des ressources qui ne sont pas renouvelables. Donc pour faire des technologies vertes qui utilisent le soleil et le vent, il faut des matières premières dont le stock est connu depuis 4 milliards d'années et ne bougera pas pour les 4 prochains milliards d'années. Il faut peut-être aller voir éventuellement sur Neptune, comme Brad Pitt en ce moment, pour aller chercher d'autres métaux rares. Une autre planète est possible, mais en attendant, si nous vivons sur celle-ci, ce n'est pas renouvelable. Il y a un autre paradoxe, c'est que les ressources d'un monde plus durable freinent les modèles d'économie circulaire. Donc ces ressources sont nécessaires pour un monde plus durable, mais elles empêchent le recyclage. Ou en tout cas, ça complique le recyclage. Et donc pour cette raison, vous voyez que plus on va vers la complexité, plus en fait l'idée de garder la matière dans les boucles d'économie le plus longtemps possible, cet objectif pieux et souhaitable et compliqué en pratique, et pour cette raison, en fait, on aboutit à l'effet inverse à celui qu'on recherchait. Et puis un dernier paradoxe, et non des moindres, parce qu'en plus il nous concerne et il nous parle à nous consommateurs, c'est que on parle beaucoup du virtuel, mais pour du virtuel, il faut beaucoup de tangible. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde immatériel, dématérialisé, nous envoyons un email, nous pensons que cet email ne pollue pas, et en fait c'est pas vrai, le numérique pollue énormément. Et le numérique consomme de la matière première, il consomme de l'électricité, pour l'électricité il faut du charbon, pour les centrales électrique, parce que 38% du mix énergétique mondial, c'est d'abord du charbon. Et pour cela, c'est des rejets de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, ce chiffre est connu. Le numérique, en général, sur Terre, rejette dans l'atmosphère 2 fois plus de dioxyde de carbone que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Donc quand en Suède, on nous parle de la honte de voler, bientôt, il y aura peut-être la honte, je ne veux pas provoquer, mais je veux dire, à un moment, il faut bien qu'on se rende compte de l'impact du numérique. Et ça, c'est une réalité
qu'on n'a pas bien prise en considération, parce que cette illusion de dématérialisation, je pense, nous empêche de voir ce lien à la matière. Alors vous connaissez peut-être cette personne, c'est Sergueï Krikalev. Et Sergueï Krikalev est un record, c'est un cosmonaute russe, qui d'ailleurs, quand il est parti dans l'espace en 1991, est parti, il était soviétique, et quand il est rentré environ 1 an plus tard, 10 mois plus tard, il était russe. Et entre-temps, son monde s'était effondré. Et d'ailleurs, Gorbatchev n'était plus au pouvoir, c'était Yeltsin, et l'URSS n'existait plus, c'était la Russie. Et en fait, ce soir, je dois vous dire, nous sommes tous des Sergueï Krikalev. Parce que nous sommes entrés dans cet amphithéâtre, le monde était vert, et nous sortons de cet amphithéâtre, le monde n'est pas vert. Il est gris, il est jaune, il est bleu, il est ce que vous voulez, mais il n'est pas vert. Et donc vous vous dites là, comment ça se fait que j'ai raté une telle séquence pour ne pas avoir pris conscience de ça? Ça paraît assez évident comme ça. Comment ça se fait qu'en allumant la télévision à 20h sur TF1 un soir, je n'ai jamais vu ça à la une du 20h? Comment ça se fait qu'en ouvrant un journal du soir, je n'ai pas vu ça à la une de ce journal du soir? Et pour vous essayer de vous répondre à cette question, je dois vous emmener ici. Ici, c'est en Californie, à la frontière avec le Nevada, aux États-Unis, et c'est une mine de terres rares, c'est classe de métaux rares. Il fallait des terres rares jusque dans les années 80 aux États-Unis pour leur révolution énergétique naissante. Les Américains étaient les premiers producteurs de terres rares de la planète. Et c'était le groupe Molycorp qui exploitait ces terres rares, mais, vous avez compris, il y avait des problèmes environnementaux. Tellement que Molycorp s'est dit, c'est trop compliqué, je vais fermer ma mine. Il faut les extraire, ces métaux, mais il faut aussi les raffiner. Et pour les raffiner, je vous emmène là. C'est une usine de raffinage qui était jusque dans les années 90, enfin qui l'est toujours aujourd'hui, mais jusque dans les années 90, ça tournait à fond la caisse, tenue par Ron Poulenc, à La Rochelle. Ron Poulenc devenu Rhodia puis Solvay. Nous raffinions, nous, Français, plus de 50% des terres rares de la planète pour le reste du monde. Nous avions une prééminence technologique, commerciale dans le raffinage des terres rares, mais ça avait un coût environnemental extrêmement lourd, avec des tas de troubles sociaux générés à La Rochelle dans les années 80-90. Et nous nous sommes dit, nous allons également fermer une partie des activités de raffinage de terres rares en France, et puis advienne que pourra. Et ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas besoin de terres rares à cette époque. Au contraire, on aurait encore plus besoin de terres rares, et de tous les métaux rares, et toutes ces mines qui étaient en France, parce que comme vous le savez, la France a été un pays minier très actif jusque dans les années 80, toutes ces mines, nous les avons fermées. Et puis ces mines, comme les mines de terres rares, c'est pas parce que nous les fermions ici que nous n'aurions plus besoin de téléphones portables et d'ordinateurs et de voitures électriques. Donc il fallait bien que quelqu'un s'occupe du job à notre place. Et donc Molycorp et Ron Poulenc d'un côté ont décidé de tout transférer vers la Chine. Nous sommes donc dans les années 90, et à cette époque, vous avez un leader chinois qui est visionnaire, qui dit la transition, enfin la révolution agricole, ça ne s'est pas passé comme prévu en Chine. Moi, je mise sur la révolution industrielle. La Chine a des quantités colossales de ces matières premières. Elle en a en veux-tu, en voilà. Elle n'a pas tout, mais elle en a beaucoup. Et d'un côté, nous, Chinois, nous avons 2 siècles de retard sur vous, depuis les traités inégaux. Enfin, à l'époque, c'était 1 siècle et demi. Et de l'autre, vous, les Européens, avez un problème environnemental. Mais en fait, on va faire un marché. C'est très simple. Vous allez nous donner vos matières premières, vous allez nous laisser extraire ces matières premières pour vous, et de la sorte, nous allons nous enrichir et rattraper notre retard industriel, quitte à nous polluer. Mais le problème de la pollution en Chine ne se pose pas dans les années 70, 80, 90. Il va se poser à partir de maintenant, là. Et ça devient un énorme problème en Chine. Mais à l'époque, ils n'ont pas du tout vu le coup venir. Et Dieu sait si le Parti communiste est stratège, mais pas sur la question écologique. Et donc, en fait, il y a un espèce de deal qui se fait entre les Occidentaux d'un côté et les Chinois de l'autre. Eh bien, les Chinois d'un côté pollueraient leur environnement. Et vous avez vu ces images qui datent d'il y a 3 mois, donc c'est vraiment l'actualité. Enfin 4 mois, et pollueraient leur environnement pour extraire et raffiner ces matières premières, cependant que nous pourrions, nous, occidentaux, les racheter, les mettre dans nos téléphones portables, nos énergies vertes, et dire « Regardez comme on fait notre révolution écolo ». Et donc, en fait, nous sommes organisés, finalement, entre ceux qui, d'un côté, sont sales, ça on le savait, et d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui font semblant d'être propres. Et la transition énergétique, c'est une transition dans laquelle on ne voit pas la pollution, elle a été mise sous le tapis quelque part, et on a l'impression de côté du monde que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Et ça s'appelle du greenwashing. Et la transition énergétique, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la plus fantastique opération de greenwashing de l'histoire. On a organisé un système en cachant une pollution qu'on ne voit pas, qui se trouve ailleurs, et nous jouissons de nos voitures zéro émission.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine se retrouve aujourd'hui avec finalement la majorité des matières premières de la transition énergétique. C'est-à-dire que, puisque nous avons organisé le monde de cette matière, et cette carte est extrêmement intéressante, c'est une carte de la Commission européenne qui a été publiée en 2017, eh bien en fait, il y a des monopoles qui ont été organisés par ce que je viens de vous dire, qui ont été organisés à l'échelle du monde, et vous avez des pays qui se retrouvent en fait les premiers dans la transition énergétique, parce que ce sont les premiers à produire ces matières premières stratégiques. Et donc vous voyez que les États-Unis sont maîtres du beryllium, le Brésil produit du niobium, vous avez l'Afrique du Sud qui est très importante sur les platinoïdes, la République démocratique du Congo sur le cobalt, la Russie, et puis surtout ce que vous voyez, c'est que la Chine, que j'ai évoquée, détient une bonne partie de la production de toutes ces matières premières. Et en fait, elle en tient au minimum 44% pour le barite, et elle peut en tenir jusqu'à 95% pour certaines terres rares. Et donc, en fait, c'est pas que un pays avait tout, c'est que nous avons organisé les choses de sorte qu'un pays récupérait l'essentiel de la production. Et comme le dit un expert australien des terres rares, il dit, mais en fait, ce que vous voyez là, si je vous montre cette photo, c'est un peu une OPEP sous stéroïdes. L'OPEP, c'est 14 pays qui tiennent 40% de la production de pétrole. Vous savez ce que ça peut créer comme tension. Eh bien, en réalité, vous avez un seul pays qui est finalement une OPEP à lui tout seul. Qu'est-ce que fait un pays quand il tient la majorité, voire le leadership, voire le monopole de la production de matières rares, critiques, stratégiques pour nos industries, alors que ce pays a lui-même des grosses ambitions industrielles? Qu'est-ce que vous croyez que ce pays va faire? Est-ce que vous pensez qu'il va faire comme les Africains il y a un siècle et demi? Est-ce que vous pensez que nous, Européens, allons acheter la matière à vil prix, conserver la valeur ajoutée pour pouvoir nous enrichir sur leur dos? Les Chinois, ils ont bien compris le truc, ils l'ont vu venir de très loin, et ils nous disent, ça c'est terminé. Et ils nous disent, vous savez, vous les Français, vous vendez pas de raisin, vous vendez du vin. Ben, nous, on va plus vous vendre de métaux rares, on va vous vendre des technologies. On va vous vendre des panneaux solaires, on va vous vendre des éoliennes, on va vous vendre des voitures électriques, des téléphones portables, avec les métaux rares à l'intérieur. Mais on ne va pas vous vendre le métal rare à 1 € le kilo, on va vous vendre des Huawei, des technologies vertes en tout genre, des voitures BYD, les voitures électriques chinoises, que vous paierez bien plus cher, naturellement, puisque c'est nous qui allons faire la culbute, c'est nous qui allons remonter la chaîne de valeur, et c'est nous qui allons conserver la valeur ajoutée, de façon à ce que vous nous achetiez des produits suffisamment chers pour que nous nous développions. Et c'est ainsi que nous, les Occidentaux, nous sommes retrouvés dans une situation assez simple. La Chine, à partir des années 2000, cesse en fait de nous vendre ces métaux rares. Et elle cesse de nous les vendre parce qu'elle dit « je les retiens pour moi-même, ces métaux, pour mon développement, et vous, Occidentaux, vous avez le choix entre soit rester chez vous sans ces métaux, et dans ce cas-là, vos usines ferment, soit venir vous installer en Chine, et dans ce cas-là, si vous vous installez en Chine, eh bien, vous allez pouvoir jouir de ces matières premières. » Et nous sommes allés en Chine, et c'est là que je reviens à ça, excusez-moi, j'ai interverti de slide, pour des tas de raisons. Nous sommes venus en Chine ces 30 dernières années parce que le yuan était dévalorisé. Nous sommes venus en Chine, les Occidentaux et les Européens et les Français, parce que la main-d'œuvre est pas chère. Nous sommes venus en Chine parce que c'est un gigantesque marché intérieur et que si on développe une technologie dans un marché de 1,4 milliard d'habitants plutôt que chez nous, on peut faire des économies d'échelle, donc baisser le coût, le prix d'entrée des technologies quand on les met sur le marché, et être plus compétitif par rapport aux concurrents. Et pour toutes ces raisons-là, nous sommes venus en Chine, mais nous sommes aussi venus en Chine parce que nous avions besoin des ressources. Et quand on vient en Chine, on fait quoi? On vient avec nos technologies, notre savoir-faire, on vient avec nos brevets. Les Chinois veulent apprendre, ils nous proposent de signer une co-entreprise, une joint venture, qu'ils détiennent à généralement 51%, et de la sorte, ils apprennent beaucoup. Et c'est ainsi que la Chine est remontée sur la chaîne de valeur, a appris de notre savoir-faire, comme elle le fait aujourd'hui sur plein de technologies, elle a fait de l'innovation indigène, c'est-à-dire qu'en fait, elle a rajouté une virgule au brevet, elle a mis un tampon chinois, elle a dit « c'est une technologie chinoise », et puis après, elle s'est mise à inonder le reste du monde avec ses propres technologies. Et donc, il faut bien comprendre que dans cette transition énergétique, parce que, pour des raisons de pollution, nous nous sommes débarrassés de la matière, qu'ont récupéré les Chinois, qui, stratèges comme ils sont sous la houlette de Deng Xiaoping, ont remonté la chaîne de valeur en 30 ans pour finir par produire non plus le métal mais la technologie, cette transition énergétique, sur le plan économique, est une bonne affaire pour la Chine. Ce n'est pas une bonne affaire pour la Chine d'un point de vue écologique, mais c'est une excellente affaire pour la Chine d'un point de vue industriel. La Chine est aujourd'hui un géant vert. Elle produit la plupart des technologies vertes. Elle produit la plupart des panneaux solaires. Elle a inondé le marché de panneaux solaires, elle a cassé la concurrence en Europe. Elle produit la plupart des éoliennes. Elle produit 80%
des technologies de batterie. Là, il y a 62% sur ce slide, mais en fait, on est plutôt à des chiffres de l'ordre de 70% et 80% en 2020. Et 6 des 10 plus grands constructeurs de voitures électriques au monde sont aujourd'hui chinois. Et donc, la Chine a compris que la transition énergétique, c'est un peu une nouvelle donne, de nouvelles technologies, où elle peut espérer rattraper un retard qu'elle avait perdu clairement, et espérer gagner les emplois verts de la transition. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emplois verts dans la transition énergétique en France, mais pas dans le secteur forcément industriel. Il y aura dans la recherche, il y en aura dans l'installation des panneaux solaires, il y en aura peut-être dans l'installation et on appelle ça comment, pas la mise à jour, mais la maintenance, merci monsieur. La maintenance des panneaux solaires, mais pas dans le secteur industriel. Et donc je vous parlais des voitures, c'était une image de BYD en Chine, j'y étais justement en mai à Shenzhen. BYD a l'ambition de vous vendre des voitures électriques. Personne n'a jamais acheté de voiture à essence chinoise, mais nous achèterons demain des voitures électriques chinoises certainement. Alors ces ressources, il va en falloir de plus en plus. Il va en falloir de plus en plus dans des proportions qu'on le peine à comprendre. Et ces chiffres datent de 2013, alors ça a un peu changé entre-temps, mais les ordres de grandeur sont les mêmes. Pour nos technologies, les Allemands nous disaient en 2013, voici pour les différentes matières qui s'inscrivent, que je vous montre, la multiplication de la consommation à l'horizon 2035. Alors du cuivre, parce qu'il faut beaucoup de cuivre pour les éoliennes. Il faut savoir qu'une éolienne, en moyenne, c'est 3, 4, 5, 6 tonnes de cuivre, parce que les éoliennes sont raccordées au réseau par des câbles en cuivre, conducteurs, et quand vous avez une éolienne qui court à quelques kilomètres des côtes, il faut la raccorder sur des kilomètres au réseau, et pour ça, c'est du cuivre. Et donc vous avez besoin de 6 tonnes de cuivre pour une éolienne offshore facilement. Il faut du cobalt pour les batteries de voitures électriques, beaucoup plus compte tenu de ce que je vous ai dit, du lithium pour les batteries également, le tantal, c'est plutôt pour les téléphones, etc. Alors après, pour l'indium, c'est plutôt les panneaux solaires, germanium, palladium, c'est plutôt pour les véhicules hybrides, etc., etc. Alors on se dit, du coup, est-ce qu'on va manquer de ces métaux? La question se pose. Alors du coup, certains évoquent des chiffres, ils disent, à ce rythme de consommation, je vous laisse apprécier les chiffres, on ne manquera pas de métaux. Il n'y aura pas de pénurie. Moi, j'y crois pas. Parce que, certes, la production et la consommation augmentent, mais nos capacités technologiques pour améliorer l'extraction augmentent également très vite. Et donc, c'est une course de vitesse entre notre consommation et la technologie. Et certes, on consomme plus, mais d'un autre côté, on découvre des nouveaux gisements, et du coup, on repousse, en fait, ces horizons en permanence. Rappelez-vous, ça fait 40 ans qu'on dit qu'on n'en a plus que pour 40 ans de pétrole. Et donc je vous retrouve ici dans 40 ans, je suis sûr qu'on dira qu'il y en a encore pour ces années-là de métaux rares. La question, elle n'est pas comme ça. À mon avis, la question, elle se pose sous l'angle, mais à quel coût est-ce qu'on ira les extraire? Il y aura un coût économique supplémentaire, parce qu'on dit maintenant qu'on va les extraire au fond des océans, mais aller racler le fond des mers à 6000 mètres de profondeur, forcément, ça a un coût économique, ça a un coût énergétique, donc des centrales. Ça a un coût écologique. Si jamais vous raclez mal le fond des mers, c'est des écosystèmes qui mettent des centaines d'années à se reconstituer. Ça a peut-être également un coût social, c'est-à-dire que vous et moi sommes de plus en plus au courant de ces enjeux-là, et peut-être qu'on se dira le coût à payer pour toutes ces technologies excède peut-être les avantages qu'on peut en tirer, et donc peut-être qu'un jour on se dira qu'on va arrêter d'extraire ces métaux, non pas parce qu'on n'en a plus, mais parce qu'on aimerait bien passer à autre chose. Et donc peut-être que les questions vont se poser aussi comme ça. Donc voici un petit peu les enjeux qui se posent d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique. Comprenez-moi, je ne suis pas, d'abord je viens vers vous, devant vous, je ne suis pas militant dans une ONG écolo, je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas mélenchoniste, surtout pas en ce moment, je ne suis pas membre d'un parti politique quel qu'il soit, moi je vois les faits, et tout ce que je vois, ce sont des chiffres qui sont corroborés par des expertises indiscutables. On peut discuter à la marge, mais on ne peut pas discuter des grands ordres de grandeur. Et donc, moi, cette transition énergétique, j'ai envie de la faire. Et je n'ai pas envie de dépendre du pétrole demain, et j'ai envie d'être dans un après-pétrole. Et j'ai envie qu'on aille vers cette technologie verte, parce que je pense que si l'enjeu, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, alors il faut effectivement ne pas consommer en consommant, il faut consommer sans consommer, et donc pourquoi pas aller vers cette technologie qui génère de la pollution, beaucoup de pollution. On peut revenir sur les ACV dans les questions, si vous voulez, dans les analyses de cycle de vie des technologies, mais qui au moins ont l'avantage de générer un peu moins de carbone. Et donc du coup, allons-y, mais je ne crois pas qu'il faille y aller juste avec les yeux fermés. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers ce monde vert avec des lunettes roses, et je pense que nous devons y aller ensemble, mais en trouvant des solutions.
Et je voudrais vous évoquer avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer le monde. D'abord, cette transition énergétique, il faut qu'on comprenne la vérité écologique de ces technologies-là. J'aime bien cette expression de vérité écologique, c'est une expression de Corinne Lepage. C'est quoi la vérité écologique d'un téléphone portable? Parce que est-ce qu'on a vraiment calculé? Un téléphone, ça tient dans votre poche, ça fait 120 grammes, mais pour un téléphone de 120 grammes, en amont, il a fallu 70 kg de matière. Donc ça veut dire qu'il a fallu 580 fois plus de matière en amont que le téléphone tout beau, tout propre qui se trouve dans votre poche. Est-ce qu'on a conscience de cette intensité matérielle de notre téléphone? Vous savez, on a des billets de train qu'on prend à la SNCF, il y a marqué l'impact CO2, l'intensité carbone de votre billet SNCF. On pourrait peut-être faire pareil qu'un téléphone. Au dos du téléphone, il y aurait marqué « Voici l'intensité matérielle ». Voilà, il a fallu faire un trou de 70 kg dans le sol pour pouvoir acheter un nouveau téléphone portable. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'indicateurs, on a besoin de modes de calcul, d'une comptabilité qui permettent de prendre conscience de cela. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour le consommateur et aussi pour l'industriel et pour les acteurs économiques et pour l'État, c'est de mieux comprendre les émissions en fait, de notre mode de vie. Parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique, on la regarde sous cet angle-là. Je ne pollue pas. Ou je pollue un peu, il y a un peu de métal dans mon éolienne, et encore, on ne comprend pas bien de quoi elle est faite. Mais en fait, on a une perception limitée de cette pollution. Mais en fait, l'éolienne, ou n'importe quelle technologie, verte ou pas verte, elle pollue aussi, c'est les émissions indirectes, c'est l'énergie grise. C'est-à-dire qu'il faut d'une énergie qui provient d'une centrale nucléaire, à charbon, à pétrole, pour fabriquer cette technologie. Et puis, le scope 3, c'est encore plus intéressant, c'est quelles sont les matières qui ont été nécessaires pour extraire les matières qui elles-mêmes étaient nécessaires pour extraire les matières, etc., etc. Je vous prends un exemple. Dans le cadre de mon film, nous sommes allés tourner au Chili. Et au Chili, il y a la plus grande mine de cuivre du monde, à ciel ouvert, Chuquicamata, au nord du Chili. Et le cuivre, comme je vous l'expliquais, il en faut beaucoup pour les éoliennes. Bon, le kilogramme de cuivre qui sort de la mine raffiné, comment est-ce qu'on l'a raffiné? On a eu besoin de beaucoup d'eau, en fait, pour le raffiner. Et l'eau, dans le nord du Chili, c'est très compliqué à trouver. Les nappes phréatiques sont régulièrement mises à contribution, et à un moment, l'industrie s'est dit, on va faire peut-être mieux que ça, on va aller chercher de l'eau dans l'océan Pacifique, ça manque pas. Mais l'eau, il faut la désaliniser. Donc l'industrie construit des centrales de désalinisation. Donc ça rentre dans le scope 3. C'est la matière qu'il faut bien calculer pour pouvoir arriver à mon kilo de cuivre prêt à l'emploi. Et pour la centrale de désalinisation, il faut de l'électricité. Donc ils ont dû construire une centrale à électricité. Et la centrale à électricité, elle fonctionne au charbon, et le charbon provient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est le scope 3. Donc ce qu'il faut apprécier, c'est ça dans les technologies. Et donc si nous ne sommes pas éduqués à ça, moi le premier, je ne peux pas savoir et donc je ne peux pas agir. Et donc je reviens à cette idée, il faut vraiment connaître la vérité écologique. Il faut tracer la matière. Et l'industriel aujourd'hui, il doit pouvoir vous dire, ma matière vient de là, elle vient de là, elle vient de là, etc. Effectivement, je sais très bien qu'il y a potentiellement un risque écologique, mais que j'ai circonscrit parce que mon cobalt vient du Congo et que le Congo, il y a des problèmes de travail d'enfants dans les mines. Et il y a des tas de campagnes qui sont menées aujourd'hui par des ONG environnementales, notamment Amnesty International, qui ont tapé sur les doigts de toutes les entreprises de technologie et par exemple Renault en disant, mais vos batteries, il y a des enfants à l'origine de ces batteries dans les mines de cobalt du Congo. Carlos Ghosn arrive devant le Parlement et dit « Moi, je ne savais pas, j'ai acheté mes batteries à un sous-traitant, je crois Panasonic ou Samsung, je ne sais plus lequel des deux. » Mais aujourd'hui, les industriels ne peuvent plus dire ça en bout de chaîne. Ils sont responsables de ce qui provient à N-7. Et donc, il ne peut plus y avoir d'écran de fumée. Et donc, en fait, vous allez leur demander des comptes, et vous leur demandez de plus en plus de comptes, et aujourd'hui, les industriels, ils ont peur. Ils ont peur parce que ça leur fait faire des économies pas trop vérifiées, mais ça leur coûte encore plus cher de se prendre une campagne négative de presse dans la figure. Une campagne que vous allez lire. Et pour cette raison, ils acceptent de dépenser un peu plus, mais ça leur évite d'avoir leur capital immatériel, leur réputation, qui peut être remise en cause. Et ça, c'est un mouvement très fort qui fait qu'on va s'attendre, c'est sûr, à des pratiques qui soient meilleures de la part des industriels pour s'assurer que les téléphones que nous achetons, les technologies que nous achetons, sont un peu plus éthiques. Du coup, si on regarde un peu la carte du monde des métaux rares, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ces métaux rares ne sont pas rares, on en trouve partout. Et peut-être qu'au lieu d'aller acheter ces métaux rares en Chine, là où on ne sait pas dans quelles conditions c'est extrait, parce que personne n'y va, à part 2-3 journalistes, et c'est rare, et peut-être qu'on peut aller chercher ces métaux rares en Australie, peut-être qu'on peut aller les chercher aux États-Unis, au Canada, dans des pays où il y a un meilleur contrôle de l'origine de ces minerais, où la transparence est de mise, et donc du coup on contrôle mieux. Ce que vous voyez ici quand même, et c'est très intéressant, c'est que ces technologies-là, elles nécessitent des matières premières, et que c'est un petit peu en fait un nouveau monopoly mondial qui est en train de s'organiser là.
C'est-à-dire que si nous sommes au centre du monde, nous les Français, que nous avons besoin de toutes ces matières, alors nous allons nous rapprocher de qui? De l'Afrique du Sud, de l'Australie, de l'Inde, de la Birmanie, des pays norvégiens, du Groenland. Je vous rappelle que Trump a proposé cet été d'acheter le Groenland. Ça fait rire, mais quelque part derrière, c'est intéressant, parce qu'en fait, quelque part, il montre que les Américains s'intéressent aux métaux rares. C'est pour ça qu'il a exprimé ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous allons changer nos systèmes d'alliance. Ça veut dire que nous allons peut-être imaginer des nouveaux rapports de force commerciaux avec des pays qui ne sont plus l'Arabie saoudite, qui ne sont plus les pétromonarchies, mais qui sont des métallo-États, et qui vont être demain tellement riches et tellement puissants de ces matières premières qu'il va falloir que nous trouvions des arrangements diplomatiques et que nous composions avec nos valeurs pour les acheter chez eux. Et ce que vous voyez, c'est que la géopolitique du pétrole, on se dit que ce serait bien de s'en débarrasser, parce que ça nous éviterait toutes les tensions que l'on connaît. Mais nous allons peut-être lui substituer ou lui additionner une autre géopolitique. Ça va être la géopolitique des métaux rares, et donc ça va être la géopolitique des énergies vertes. Et donc il y a une géopolitique de la transition énergétique qui apparaît là. Alors de là à vous dire comment ça va se passer, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, la France ne s'intéresse pas assez à ces métaux pour dire « Ah bah oui, on va se rapprocher de Bolsonaro », pas trop en ce moment, ou de l'Alaska, ou de la Norvège. Mais il y a en tout cas deux grandes lignes qui se dessinent. C'est que le pétrole, on va avoir besoin de toujours davantage de pétrole collectivement, en chiffres absolus, mais en part relative, le pétrole va baisser dans nos mix. Donc ça veut dire que la part du Moyen-Orient va baisser en termes d'importance géopolitique dans les années qui viennent. C'est inévitable. Si nous continuons dans cette direction, naturellement, des énergies vertes. Et ça veut dire que, puisque les énergies renouvelables augmentent dans le mix énergétique, eh bien la part des métaux rares et des pays qui produisent ces matières premières, voire les composants et les technologies plus évoluées et les voitures électriques, vont devenir plus importants. Et donc on peut voir apparaître la Chine, on peut voir apparaître l'Indonésie, qui est un immense réservoir de ces matières premières, et qui se dit comme la Chine, tiens, peut-être que moi aussi je vais faire un embargo ou limiter mes matières premières à l'export pour pouvoir en profiter pour moi-même, parce que la Chine, il y a des États qui regardent un peu comment ça se passe chez elle et qui se disent, tiens, elle a bien réussi, on va peut-être faire pareil. Peut-être que c'est la Bolivie avec son lithium, le Pérou ou l'Argentine. Peut-être que c'est l'Afrique du Sud avec ses platinoïdes, peut-être que c'est la République démocratique du Congo avec son cobalt. C'est mal parti, les Chinois ont raflé le cobalt et les Congolais se sont encore fait avoir. Et c'est là qu'on voit que la transition énergétique, et c'est la reproduction d'autres rapports de force, et c'est la perpétuation de nouveaux rapports de force et de domination. Et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est une nouvelle géopolitique qui apparaît, dans laquelle il y a des États, notamment la Chine, qui vont tirer leur épingle du jeu. Et je pense qu'il y a un nouveau jeu qui se dessine, un nouveau monde vert passionnant, mais très compliqué, qui va apparaître devant nous, parce que nous allons vouloir aller sécuriser ces métaux, si possible dans les conditions les plus transparentes possibles. Et puis, quitte en tant qu'à faire, est-ce qu'il ne faut pas y regarder un peu ce qui se passe en France? Parce que Eramet, c'est une entreprise minière française qui extrait du nickel en Nouvelle-Calédonie. On a besoin de nickel pour les batteries de voitures électriques. Et après tout, peut-être que plutôt que d'aller dépendre de je ne sais qui, on peut peut-être éventuellement ne pas dépendre de je ne sais qui, remettre un peu d'autonomie là-dedans et se dire qu'on peut aller chercher ces métaux nous-mêmes. Et puis, ces entreprises-là, Apollo, Savannah, European Lithium, sont des entreprises qui disent, mais en fait, des métaux rares, vous en avez plein chez vous en Europe, en fait. Et ces entreprises disent, mais en fait, du lithium, il faut plein de... c'est pas rare le lithium, il faut plein de lithium pour les batteries. Il y en a en Autriche, il y en a au Portugal, il y en a en Auvergne. Est-ce que c'est pas une bonne idée, éventuellement, de sécuriser vos approvisionnements pour vous-même? Et la question est odieuse. Vous vous rendez compte? Pour rouler propre, il va falloir qu'on creuse davantage. C'était pas ce qu'on m'avait raconté au début. Et c'est pas ce qu'on m'a dit à Paris. Et d'ailleurs, dans la COP21, le traité de la COP21, dans les 30 pages du traité, le mot métaux, minerais, mines, matières premières, n'apparaît jamais. Donc, comment est-ce que je fais moi? D'abord pour des questions de souveraineté. Est-ce que je vais chercher ce minerai chez moi pour ne plus être dépendant de la Chine et ne plus que la Chine me tienne la dragée haute? Et puis, une autre question encore plus odieuse, mais si j'ai ce minerai chez moi et que je l'extrais chez moi, que j'ai mes ONG qui contrôlent ce qui se passe, mes réglementations, les journalistes qui vont vérifier ce qui se passe, comptez sur moi, est-ce que finalement ce minerai ne sera pas plus propre ou moins sale que si jamais je ne sais pas comment ça se passe au fin fond de la Mongolie intérieure ou de l'Heilongjiang? Et donc la question qui se pose est odieuse, mais est-ce que c'est pas une bonne décision écologique que d'ouvrir des mines chez nous? Je la laisse là, c'est très désagréable à entendre. Je n'ai aucune envie d'avoir chez ma mère une mine dans le parc naturel régional de la Brenne, et néanmoins, à un moment, la question se pose de savoir quelle part du fardeau assumons-nous? Parce que c'est facile de dire que la transition est écologique et solidaire, mais il n'y a pas de solidarité si nous n'assumons pas une partie de ce fardeau-là.
Alors, il faut rationaliser la ressource, et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que vous et moi, eh bien, puissions vivre aussi bien, voire mieux, mais avec moins de matières premières. Ce qu'on appelle le découplage entre nos modes de consommation et enfin notre enrichissement et la quantité de matière ou d'énergie dont nous avons besoin pour cet enrichissement. Et nous l'améliorons tous les ans, de 1 ou 2%, ça dépend des technologies, des secteurs, etc. Mais l'idée, c'est bien de rationner cette ressource en faisant quoi? En faisant de l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, ça commence par la récupération, par la collecte. Il y a 30 millions de téléphones portables qui dorment dans des tiroirs en France. On pourrait les récupérer de façon à pouvoir les recycler. Et si on les recycle, ça, en tout cas pour partie, ça évite d'aller retourner à la mine. Et puis, après les avoir récupérés, qu'est-ce qu'on fait? On ne les recycle pas tout de suite, on essaie de les réparer. Et les réparer, ça fonctionne avec Back Market. Il y a des publicités partout dans le métro parisien en ce moment pour des téléphones de deuxième main qui coûtent 2 fois moins cher et qui ne sont pas des téléphones neufs, mais qui sont des téléphones qui sont réparés. Et ça participe de l'économie de matière. Et puis après, on recycle éventuellement. La réparation, c'est intéressant parce que c'est un vrai réservoir d'emploi en France, non délocalisable. Et donc, en fait, il faudrait davantage regarder un peu ça de plus près. Le gouvernement français, si tétanisé qu'il est devant ces enjeux-là, parce que j'ai rencontré quelques membres du gouvernement à ce sujet-là, la façon dont il a de prendre le problème, c'est de le prendre sous l'angle de l'économie circulaire. Et c'est pour ça qu'on commence à parler, vous savez, des indices de réparabilité, etc. C'est assez concret. Le gouvernement sait par quel bout il peut prendre le problème. Et par exemple, mettre des indices de réparabilité sur les machines à laver ou les micro-ondes, c'est déjà orienter le choix du consommateur vers des modèles électroniques qui sont un peu moins jetables, un peu plus durables, un peu plus réparables. Typiquement le Fairphone. Le Fairphone, c'est un téléphone qui se vend dans des quantités confidentielles, mais quand votre Fairphone, qui est une société hollandaise, un téléphone hollandais, est cassé, on ne change pas le téléphone. Quand la caméra du Fairphone est cassée, on change la caméra, on ne change pas le téléphone. Et donc on peut réparer, et donc c'est toute cette idée de l'économie circulaire qui va se développer, et en cela, je peux vraiment être optimiste et penser que les prochaines années vont être excitantes. Et puis il y a une question qui est encore plus gigantesque que celle-ci, et qui me gêne d'ailleurs, et qui me renvoie à cette citation de Einstein. Einstein nous rappelle, il nous dit, j'adore cette phrase, il dit « mais on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Et en fait, la question très dure et vertigineuse qui se pose à nous, c'est celle, non pas de penser qu'une technologie va régler tous nos problèmes. Si nous croyons que par la grâce d'une voiture électrique et d'un panneau solaire sur notre toit, on va sauver le climat, je ne suis pas sûr que nous serons bien avancés dans quelques années quand nous nous retrouverons ici. Et au contraire, si nous considérons qu'il y a une part de sagesse là-dedans et de sobriété, de changement de mode de consommation, je n'ai pas dit de décroissance parce que le mot est extrêmement désagréable pour moi aussi, parce qu'on est tous coincés dans cette ornière. Mais à un moment, la question va se poser de savoir si à défaut de décroissance, il faut de la décroissance. Il faut peut-être faire décroître le secteur minier, faire croître le secteur du recyclage. Il faut peut-être qu'il y ait des magasins de téléphones portables qui ferment dans nos rues, mais que les loueurs de téléphones portables ou les magasins de téléphones portables recyclés ouvrent. Donc il faut probablement des poches de croissance ciblées par rapport à des poches de décroissance ciblées pour aller vers ce découplage dont je parlais tout à l'heure, pour mieux rationaliser la matière. Mais cette question de nos modes de consommation, elle va obliger à réinventer nos modèles économiques, économie de la fonctionnalité, économie du partage, l'accès à la ressource plutôt que sa propriété. Elle va obliger de changer nos modèles de valeur, elle va nous obliger à transformer des choses bien au-delà de ce que nous pensions devoir faire comme effort pour aller vers cette transition. Je pense que nous sommes inévitablement face à ces choix dans les années qui viennent, mais en tout cas j'en suis sûr et j'en suis certain et je vous partage avec vous, je pense que nous n'avons pas tant de problèmes de matière rare que ça, nous avons surtout des problèmes de matière grise. Je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume. Ça ouvre un bon débat. Hein. Nous qui avons des voitures électriques, et on l'auront de plus en plus, quand on pense à ce qu'il y a derrière ces voitures électriques, quand on voit une analyse comme celle-là, ça nous oblige à réfléchir. On a une voiture qui ne évolue pas, mais en même temps, en aval, il y a tout ce processus dont a parlé Guillaume. Qui veut démarrer un propriétaire de Zoé ou de Tesla Madame, attendez, je vais vous donner un outil. Pardon.
Oui, vous avez terminé sur la matière grise et c'est très intéressant parce que je pense qu'effectivement on a un fonctionnement où je trouve que plus on fait compliqué et plus on est content dans notre société moderne. Or, on a découvert en Chine de l'aluminium, je sais plus si c'est d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, je sais pas. Enfin, en tout cas, nettement avant aujourd'hui, dans des tombes. Et on n'avait pas toute l'énergie à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient, avec d'autres façons de penser, fabriquer de l'aluminium que la façon dont on le fait aujourd'hui avec énormément d'énergie, puisque l'aluminium consomme énormément d'énergie aujourd'hui avec notre façon de le faire. Voilà. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est vrai, ça, oui. Oui, c'est vrai. Alors, donc ça, c'est une observation. C'est une observation, voilà, c'est une observation. Mais il y en a d'autres d'observations. Vous avez parlé de l'aluminium. Dans le sud de la France, il y a eu quand même une grande pollution, c'est les boues rouges, parce qu'en fait, l'aluminium était traité dans le sud de la France. Donc, quand vous dites qu'on traite chez nous, qu'on peut traiter des métaux chez nous, on le fait avec l'aluminium et ça a créé des catastrophes écologiques. Donc, clairement, il n'y avait pas l'écologie derrière là-dessus. Sinon, il y a Idriss Aberkan qui a parlé, qui a observé beaucoup comment les animaux, mais vraiment les sous-êtres de sous-êtres, hein, puisque nous on sait bien qu'on est des êtres, enfin pas nous les femmes, mais les hommes, blancs, sont quand même des sur-êtres. Donc il y a par exemple des animaux, les éponges, je crois qu'ils savent fabriquer du verre à froid. Il y a aussi des microbes qui savent fabriquer de l'or. Donc il y a des tas de façons de faire qui sont écologiques parce que ça se saurait si les éponges, si les microbes fabriquaient des choses de manière non écologique. Et donc la question, oui. En fait, je ne sais pas les questions. Voilà. En fait, il y a une question derrière tout ça, c'est où est la science pour inventer de nouveaux matériaux? Moi, c'est ce que je comprends à peu près de ce que vous me dites. Si, je vais vous expliquer pourquoi. Vous m'avez cité l'aluminium dont on pense que les anciens, moi je ne connais pas cette histoire, ils savaient comment le récupérer ou le traiter ou le raffiner, et puis nous, on a oublié ce savoir-là. Donc il y a la question du savoir derrière, un savoir perdu qu'on pourrait récupérer. Ensuite, vous dites, il y a des microbes qui savent récupérer de l'or. Alors pareil, je ne connais pas spécialement cette histoire, mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, les industriels aujourd'hui, j'étais à Grenoble la semaine dernière, chez des industriels et des chercheurs qui essayent de trouver des nouvelles façons de remplacer cette matière par d'autres matières et de substituer des métaux rares, par exemple, par d'autres métaux moins rares. Et en fait, ils découvrent qu'il y a peut-être un métal intéressant dont on peut se débarrasser, et donc on le remplace par un autre avec un coût écologique moindre. On découvre, et c'est là que c'est intéressant, ils disent « mais moi je ne veux pas juste changer un métal pour un autre et me retrouver avec le même problème sur l'autre métal ». Et donc du coup, il y a le biosourcing là-dedans. Les produits biosourcés commencent à rentrer dans les technologies, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, pour faire des pare-chocs de voitures, on peut utiliser du chanvre, et c'est un produit biosourcé. Ou bien, par exemple, ils parlent de résine à base de résidus de la culture de la crevette, qui pourrait être récupérée pour fabriquer des circuits dans les puces. Incroyable. Et donc, en fait, ce sont des procédés sur lesquels il y a de la recherche fondamentale ou plus ou moins avancée, et grâce auxquels, en fait, on peut espérer, une meilleure efficacité des technologies, donc ça veut dire moins de consommation de matière pour le même résultat, donc déjà c'est de l'économie, et deux, des produits biosourcés qui se dégradent et qui restent dans la chaîne du vivant. Et donc là, à cette condition-là, et c'est là qu'il y a aussi un espoir, c'est qu'en fait, on peut espérer que grâce à la recherche, encore faut-il beaucoup investir et beaucoup rechercher, et bien en fait, on peut réussir à substituer certaines ressources qui posent problème, à les remplacer par d'autres, et donc à limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes. Voilà comment je réponds à vos observations. Autre question, monsieur, je vous amène ça là-bas. Merci bien pour votre exposé synthétique. Vous avez parlé de l'évolution des modes de consommation. Est-ce qu'en amont, il ne faudrait pas réfléchir d'abord à un autre point que vous avez également signalé, c'est-à-dire notre ignorance. C'est-à-dire, avant de savoir comment on veut consommer, c'est de manière plus large qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, est-ce que c'est pas une piste à la fois déjà pour connaître tout ça, et vous l'avez dit au début, hein, comme on savait pas tout ça, on est peut-être parti dans le téléphone, on savait pas ce qu'il y avait derrière, mais également, est-ce qu'on a besoin de toute cette consommation, voilà. Pour éduquer davantage. Pour éduquer davantage, voilà. C'est à la fois l'ignorance sur la connaissance, et une meilleure connaissance, c'est aussi une meilleure connaissance de où est-ce qu'on va. Sur l'ignorance et sur les façons de traiter ça, j'ai espéré un peu vous répondre.
Je pense qu'il faut des indicateurs. Un indice de réparabilité est un indicateur. Un indice d'intensité matière, venir ici à une conférence et s'instruire sur ces questions-là, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas des secrets que je suis allé chercher dans un coffre-fort. J'ai juste trouvé ça sur Internet. Donc le savoir, il est disponible, il est digéré et rendu accessible par des gens de mon espèce. Bon, j'espère vous avoir répondu. Et l'industriel, mieux conscient du fait que les autres sont conscients, lui-même doit améliorer sa connaissance. Et c'est pour ça que j'ai évoqué le fait que l'industriel aujourd'hui, eh bien, il audite énormément plus ses chaînes d'approvisionnement parce qu'il veut savoir, il veut que ses sous-traitants ne lui cachent rien. Et il se montre de plus en plus strict aussi sur ce plan-là. Après, vous évoquez la question des modes de consommation qui est immense, bien évidemment. Alors, je vais vous répondre juste par un point, mais aujourd'hui, vous comprenez qu'on va vers des technologies qui sont plus complexes. Et en fait, plus on va vers des technologies petites, avec des téléphones, avec des applications invraisemblables, eh bien, en fait, on fait des technologies qui sont plus complexes, mais donc plus difficiles ensuite, donc plus difficiles à fabriquer et plus difficiles à recycler, avec tous les problèmes d'intensité matière et d'économie circulaire. Et il y a tout un mouvement, alors c'est quelque chose de très souterrain et pas très connu, mais qui commence à monter, c'est le mouvement des low-tech. C'est-à-dire qu'on va dans le sens inverse de celui-ci. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est non plus d'aller vers l'iPhone 11, mais de redescendre vers l'iPhone 8 ou 7 ou 6. C'est-à-dire que ces téléphones-là, pour n'importe quelle autre technologie, sont moins complexes et on peut aller vers des nouvelles technologies qui soient beaucoup plus simples, qui soient fabriquées selon des concepts d'éco-design. L'éco-design, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense au recyclage d'un produit de consommation avant même de l'avoir fabriqué. On dessine, par exemple, l'intérieur de ce téléphone de sorte que tous les composants soient dissociables et dissociés les uns des autres, et que quand il faut l'ouvrir en fin de vie, on n'ait pas à y aller au marteau ou au marteau-piqueur, mais on puisse facilement en fait, les séparer, de façon à mettre le fer dans une casserole, le cuivre dans une autre, et le néodyme dans une troisième, et refondre tout ça pour les réutiliser facilement. Mais ça, c'est le low-tech, mais ça veut dire qu'on revienne à une forme de simplification technologique. Et je vous invite à lire, par exemple, les travaux de Philippe Biwix, L'âge des low-tech sur la question. Monsieur ? Bonjour monsieur, alors Bonjour. J'avais une question concernant les énergies de la transition écologique. Vous parliez des éoliennes, des panneaux solaires. Il y en a une dont j'ai pas entendu parler, c'est le nucléaire. Est-ce que aujourd'hui le nucléaire en France ne pourrait pas constituer une bonne partie de l'énergie? Alors c'est déjà le cas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de miser encore plus, et même dans le reste du monde, sur le nucléaire, étant donné que l'uranium est une ressource qui, me semble, n'est pas si rare que ça, et on a un certain savoir-faire, et aussi que se débarrasser du nucléaire comme l'a fait l'Allemagne, ce serait complètement stupide, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait en Allemagne. Ils ont beaucoup investi et ça a fait beaucoup plus de pollution. Bon, vous avez parfaitement bien résumé le débat et vous pointez aussi un débat qui nous traverse, mais qui traverse également les milieux écologistes en France, par exemple. Parce que le nucléaire est associé à des tas de problèmes environnementaux, à commencer par leur traitement, et puis on n'a pas toujours été très clean sur ce traitement. Mais effectivement, si on regarde les chiffres aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre du nucléaire, 1 kWh issu d'une centrale nucléaire est bien moins polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre que le même kilowattheure issu d'une centrale à charbon ou autre. Et donc effectivement, le nucléaire n'est pas exempt de tous les problèmes que l'on sait, mais si, et je répercute des discours d'écologistes français, si l'enjeu c'est le réchauffement climatique, si c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, peut-être que c'est une technologie éventuellement intéressante à aller regarder. Et les déchets ? Alors, non, mais attendez, c'est énorme. Moi, je suis, comme vous, catastrophé, parce qu'une voiture électrique en France, c'est une voiture nucléaire. Parce que c'est une voiture qui utilise des métaux rares, vous l'avez compris, mais ensuite, l'électricité, elle vient d'où à la borne de recharge? À 72%, elle vient du nucléaire. Et donc, la voiture en France est une voiture nucléaire. Elle génère du déchet nucléaire qu'il va falloir stocker quelque part pour les prochains millions d'années, pardon. La voiture, mais voilà, mais c'est un vrai problème. Mais en revanche, les résultats en termes d'émissions de carbone de la voiture électrique en France sont bons. Parce que comme ça émet moins de CO2, ça émet plus de déchets nucléaires et moins de CO2, du coup, on se dit, c'est cool, ça émet pas de CO2, ou très peu, ou moins, on peut y aller. Mais la voiture électrique en Chine, c'est une voiture à charbon. Parce que 75% de l'électricité provient du pétrole et surtout du charbon. Et donc ça veut dire que là-bas, c'est pas un bon
coût environnemental, c'est pas un bon calcul environnemental d'aller vers la voiture électrique, parce que l'électricité est davantage carbonée. Et donc, voilà, vous avez vous-même le résultat par rapport à la voiture électrique de quel est l'intérêt de telle ou telle énergie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'idéologie là-dedans aussi. Et donc, comme vous savez, c'est des sujets qui sont difficiles. L'Allemagne en a fait l'expérience. Elle veut stopper, parce que c'est pas complètement stoppé, mais d'ici 2022, je crois, l'ensemble de son parc nucléaire, mais il a fallu réalimenter les centrales à lignite. Et donc, en fait, on se retrouve avec l'Allemagne qui génère plus de CO2 aujourd'hui qu'à l'époque. Oui, vous nous avez expliqué que la Chine, au cours des dernières décennies, avait en quelque sorte réussi un coup de maître. C'est-à-dire qu'elle avait produit, exporté, accepté la pollution et récupéré les technologies. Est-ce que d'autres pays sont partis sur ces traces ou est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est une question passionnante. D'abord, la Chine est le seul pays aujourd'hui, la seule grande puissance mondiale, qui pense le temps long. Et il y a en Chine des gens qui pensent le temps long. Pardon, excusez-moi. Qui pensent le temps long. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel on peut imaginer à 25, 30 ans, on peut écrire, on peut faire des plans, et des plans quinquennaux, ou des plans Chine 2025 ou Chine 2035, et avoir une vraie stratégie de long terme. Vous constaterez que c'est comme ça que ça se passe dans nos démocraties à l'ère de Twitter. Et donc la Chine a cette capacité de penser le temps long, et évidemment qu'elle inspire beaucoup de pays. Et elle inspire des pays à la fois d'un point de vue industriel et même d'un point de vue de son modèle d'organisation politique. Et donc, pour répondre à votre question sur le plan industriel, il y a des pays qui se disent on va faire pareil. Et il y a un pays, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure rapidement, c'est l'Indonésie, qui a dit on va faire comme la Chine. Et en 2014, l'Indonésie a décrété un embargo total sur toutes ses ressources minérales, elle en a beaucoup, non transformées. Et donc, les ressources minérales, nickel, étain, pour ne citer que ces deux-là, eh bien, ne pouvaient sortir d'Indonésie que transformées à un certain degré de pourcentage. Et puis, il y a la Bolivie qui se dit on va faire la même chose, on a du lithium, pourquoi ne pas faire des batteries? Ou pourquoi au moins ne pas vendre un lithium un peu plus raffiné, transformé que le lithium qui sort juste des salars? Et d'autres pays comme ça, effectivement, se disent, l'Afrique se dit ça, l'Union africaine écrit des tas de rapports en disant il faut que les mines soient un facteur de croissance inclusive. Donc ça veut dire qu'on a une population jeune, il faut lui trouver un travail, plutôt que de l'envoyer à la mine, on va l'envoyer à l'usine, voire au laboratoire. Et donc il y a toujours cette idée de capter la valeur ajoutée et de remonter la chaîne de valeur. Donc la Chine crée un modèle inspirant, mais qui est difficile à mettre en place, parce que c'est pas tout de dire que je vais le faire, mais après il faut avoir la moyen de sa politique. Et en Indonésie, il fallait, en plus de dire je décrète un embargo, avoir les routes, les autoroutes, les ports, les centrales, le système de transmission d'électricité, la main-d'œuvre, et l'Indonésie n'avait pas tout ça. Et 3 ans plus tard, en 2017, elle a dû revenir sur cette politique et cesser son embargo parce qu'elle ne pouvait pas transformer le minerai chez elle. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais la Chine inspire sur le plan industriel et elle inspire aussi sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le modèle occidental démocratique n'est pas forcément vu comme étant la panacée, là où on voit au contraire la Chine comme étant un immense succès, aussi parce qu'elle a un système stable. Et donc, il y a aussi une guerre de valeurs qui se joue derrière tout ça. Oui, Autre question. Excusez-moi, j'ajoute une question. Une conférencière ici nous a expliqué... Où êtes-vous? Parce que je ne vois pas. Ah oui. Oui, une conférencière ici nous a expliqué que les dirigeants chinois étaient dans une situation critique d'équilibre instable parce qu'ils avaient besoin de développer. Une partie de la population s'est adapté, s'est habitué au développement, il ne peut plus s'en passer, et il y a une pollution dans certaines parties de la Chine qui est insupportable, et ils sont conscients de la pollution, et ils naviguent entre ces deux impératifs, et c'est toujours un équilibre instable. Alors, qu'est-ce que va devenir le pays avec ce que vous nous avez expliqué? Alors, je parle sous le contrôle de mon éminent collègue à ma droite, parce que nous avons un spécialiste de la Chine ici, mais le problème environnemental est majeur en Chine. C'est la première cause de manifestations en Chine. Les manifestations sont interdites en Chine, mais il y a 30, 50 000, c'est difficile à calculer, manifestations pour des causes environnementales en Chine chaque année. Parce qu'il y a une usine de traitement de déchets qui ouvre à côté de chez vous que vous n'en voulez pas, parce que l'usine à charbon, machin chouette. Et donc aujourd'hui, pour des Chinois qui sont maintenant, pour une grande partie d'entre eux, de la classe moyenne, eh ben, ils ne supportent plus la pollution comme nous ne la supportions plus il y a 30 ans. Ce sont des NIMBY, des Not in my backyard, c'est-à-dire je ne veux pas de la pollution dans mon jardin, allez voir un petit peu si on ne peut pas mettre cette pollution ailleurs. Et donc le gouvernement chinois se retrouve face à cet immense problème
qu'il n'avait pas du tout prévu. Je pense que vraiment ça fait partie, à mon avis, probablement de ses ratés ces 30 dernières années. Il n'a pas vu qu'en fait, son succès éclatant d'un point de vue économique serait contrebalancé par le désastre de l'écologie chinoise aujourd'hui, avec l'obligation de trouver un équilibre entre une croissance nécessaire, parce que sans cette croissance, il n'y a pas de légitimité pour le parti, et en même temps, un mode de vie correct sans lequel il n'y a pas de légitimité pour le parti. C'est pour ça que la croissance baisse en Chine depuis quelques années. C'est pour ça qu'il y a énormément de fermetures d'usines. Là, quand j'étais dans les mines de graphite, ma fixeuse chinoise, moi, journaliste qui m'accompagnait sur place, me disait, elles sont ouvertes depuis... Enfin, le mois dernier, elles étaient ouvertes, mais le mois prochain, peut-être qu'elles auront fermé. Parce que l'administration est capable de fermer d'un seul coup les mines, les usines, si jamais il y a un problème avec la réglementation, d'agir très vite si jamais il y a une tension sociale qui peut apparaître. Et donc, la Chine est obligée d'avancer très vite dans cette direction-là. Et c'est aussi pour cette raison que la Chine consomme beaucoup plus des énergies vertes aujourd'hui, qui est aussi un leader de la transition énergétique. J'espère vous avoir répondu de façon globale, mais on pourrait discuter des jours et des jours de cette question passionnante. Ça explique aussi le développement considérable des investissements de l'État dans toutes les industries écologiques, amélioration de l'environnement, dépollution, etc. C'est un investissement considérable que nous ne pourrions pas faire, nous n'aurions pas les moyens nécessaires pour pouvoir investir. Et en matière de développement anti-pollution, les Chinois sont maintenant tout à fait en avance par rapport à d'autres pays. Parce que le gouvernement a bien vu que c'était, comme l'a dit Guillaume, s'il y a des manifestations à droite et à gauche, parce qu'il y a une nouvelle usine d'incinération ou une nouvelle centrale à charbon, le gouvernement réagit très vite. Dès qu'il y a du monde dans la rue, le gouvernement est très inquiet. Donc, on essaie d'écouter le bruit de la ville, le bruit de la cité, qui réagit maintenant, comme ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, petit à petit, il y a un effort pour dépolluer, mais ça a été tellement abîmé pendant si longtemps que, malgré tous les efforts, est-ce que la Chine arrivera à nettoyer ses rivières, à nettoyer ses lacs, à nettoyer son environnement? Pour l'instant, la réponse est encore ouverte. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais... Monsieur? Oui, merci pour cet exposé. Moi, j'ai effectivement, à l'écoute, eu beaucoup de questions. Alors, je vais me limiter à 3, si vous voulez bien, qui sont plus ou moins complexes, il me semble. Il me semble qu'il y a un accord franco-allemand pour la production de batteries maintenant en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va acheter la matière première ailleurs, ou est-ce qu'il y a par ailleurs, en dehors de cet accord, avec par exemple le BRGM, une recherche active de terres rares sur les territoires européens? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est s'il y a un monopole terres rares pratiquement chinois, pourquoi la Chine n'a pas usé de cette force dans les tractations qu'elle a actuellement avec les États-Unis? Parce que les jeans ont moins d'importance, finalement, économiquement. Et je vois pas très bien l'intérêt du jean par rapport à la terre rare. Troisième question, c'est vous avez mis dans les terres rares potasse et le caoutchouc. Enfin, oui, moi, excusez-moi, j'ai précisé. Mais le caoutchouc, je suis surpris parce que, effectivement, j'ai été, moi, au point de départ d'un programme de développement avec le Cambodge, avec Sodeci Terre Rouge et Safi Calcan, pour la relance de la production de caoutchouc naturel. Alors, je me dis que c'est pas nécessairement lié aux technologies vertes, ou est-ce que c'est lié aux technologies vertes d'une autre manière? D'accord. En fait, vous avez raison, mais en fait, ce que la Commission européenne édite une liste des matières premières critiques. C'est ça que j'aurais dû vous dire. C'est pas des métaux critiques, c'est des matières premières critiques, parmi lesquelles il y a essentiellement des métaux, mais pas que des métaux. Et c'est ainsi qu'on y trouve des minerais, pas que des métaux. Et c'est ainsi qu'on y trouve, par exemple, du caoutchouc, parce que le caoutchouc, il y a une tension sur les approvisionnements. Et donc, c'est pour ça que le caoutchouc apparaît, de même qu'il y a également des gaz. Alors, il peut y avoir du hafnium. Enfin, je ne sais pas s'il est là, le hafnium. Mais en fait, effectivement, pardon, mais le caoutchouc est une exception. C'est une matière première agricole. Voilà, donc pardon, j'aurais dû préciser que c'était les matières premières critiques dans lesquelles il y a 95% de métaux qui sont répercutés. Alors ensuite, est-ce que je prends la deuxième question, est-ce que la Chine a usé de cela? Elle a essayé de le faire. Trump a lancé une guerre commerciale parce qu'en fait, il constate que compte tenu de leur avance technologique, les Chinois vendent de plus en plus de produits finis à haute valeur ajoutée, que ça a un impact sur la balance commerciale, et donc il lance une guerre commerciale. Et c'est ainsi, enfin, on simplifie de façon très schématique, mais on peut expliquer cela de cette manière-là. La Chine tente de réagir quelques jours après que Trump a interdit à Huawei l'accès au marché américain. Huawei, c'est le fabricant de téléphones portables. Qu'est-ce que fait Xi Jinping, le président chinois? Il visite
une usine de terres rares, sans rien dire, dans la province du Jiangxi, au sud de la Chine. Et 2 jours plus tard, l'agence Chine Nouvelle, qui est l'agence officielle, dit, c'est écrit noir sur blanc, je n'ai plus les citations exactes en tête, mais c'est « Faites attention, vous Américains, parce que si jamais vous continuez comme ça, nous, on a des terres rares et on peut vous sevrer. Or, de ces terres rares dépendent votre souveraineté et votre puissance technologique. » Ils ne sont pas allés plus loin. La question de savoir si vraiment ça aurait inquiété les Américains se pose. Elle n'est pas très claire parce que, en fait, si vous voulez, les Américains peuvent éventuellement se débrouiller, mais il y a un sujet très sensible pour eux autour des terres rares, c'est qu'elles servent pour l'armement américain. Je n'ai pas eu le temps de le développer, mais en fait, l'armement, les bombes intelligentes, les F-35, les F-35, c'est les jets furtifs de 5e génération, ne peuvent aujourd'hui pas voler en l'état s'il n'y a pas de terres rares, d'aimants de terres rares dedans. Or, ils sont totalement dépendants des terres rares et des aimants, parce que les Chinois sont remontés sur l'aval industriel et ils produisent aujourd'hui quasiment tous les aimants. Et ça, c'est un enjeu de sécurité nationale pour les Américains et ça ne les fait pas du tout rire. Et Trump estime que c'est un sujet suffisamment sérieux pour relancer la production minière de terres rares aux États-Unis, de façon à éviter que les F-35 qu'une partie du programme F-35 dépende de la Chine. Dernier point, pour aller très rapidement, question passionnante, qu'est-ce que fait l'Europe face à tout ça? Et en 2017, la Commission européenne dit on va faire un Airbus de la batterie. Ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire Airbus, ça a très bien marché. C'est vraiment l'exemple d'une entente franco-allemande notamment qui s'est soldée par un immense succès. Et donc le mot Airbus revient régulièrement dès qu'on veut recréer une intégration industrielle au niveau européen emmenée par la France et l'Allemagne. Et donc puisqu'il y a eu un Airbus tout court, il peut y avoir un Airbus de la batterie. On ne peut plus dépendre des batteries chinoises, c'est comme ça que le dit Macron. Il faut qu'on recrée une chaîne de valeur, c'est ce que dit le maire, et pour ça, il faut que les Français et les Allemands mettent 6 milliards d'euros sur la table pour pouvoir créer leur propre batterie, qui représente 50% de la valeur du véhicule, de façon à ne pas dépendre des Chinois. Moi, je pense que c'est mort. C'est-à-dire que c'est pas sympathique de mettre 6 milliards d'euros sur la table, mais pour le moment, ils en ont mis 2. Et puis deuxièmement, les Chinois ont 20 ans d'avance sur la question. Et donc, si on veut les dépasser, il ne va pas falloir faire du lithium-ion. Il va falloir faire du sodium-ion ou quelque chose d'autre. C'est ce que disent d'ailleurs les membres de l'Airbus de la batterie à la Commission européenne. L'un d'eux, je l'ai rencontré. Il dit on ne peut les dépasser qu'en les disruptant sur la technologie d'après. Donc on s'active sur les cellules, on essaie de trouver une solution, mais on ne les battra pas sur le lithium-ion, c'est pas possible. Et donc l'Airbus de la batterie aujourd'hui, c'est un vœu pieux, mais je ne sais pas comment est-ce que vraiment on peut rattraper ce retard et réinverser la donne dans le schéma actuel que je vous ai dressé. Et on aurait pu s'allier avec les Suédois, puisqu'ils Ils auraient pu s'allier. Non, l'Airbus de la batterie, ça inclut ABB, Saft, Daimler, je crois, et un quatrième. ABB, c'est chinois. Suédois, pardon. Oui, si on part sur l'idée principale que la lutte actuelle elle est contre le réchauffement climatique, vous avez montré au travers de l'étude des moteurs rares et qui est très bien faite que en fin de compte il y avait c'était la clé de la transition énergétique. Mais en gros vous avez montré qu'il y avait une nouvelle répartition de la pollution sur la planète. L'idée elle est là. La question que je vous pose, est-ce qu'on peut supposer qu'à l'heure actuelle la somme totale de la pollution, elle est la même qu'avant la transition écologique, la transition énergétique. Ça, c'est une question que je me pose parce que est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, d'être assez catégorique en disant, moi, je suis de dire, la transition écologique, de toute façon, c'est mieux, quoi qu'il advienne, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Comme par exemple l'exemple avec la cigarette électronique et la cigarette pour le cancer. Voilà. Donc même si on trouve que c'est pas bien, c'est toujours ça de mieux. Est-ce que je peux oui, parce que vous allez poser une autre question et avant la deuxième, je voulais quand même répondre à ce point parce qu'il est immense et pour tout vous dire, personne ne peut sincèrement répondre à cette question. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire, avec tous les chiffres que j'ai en ma possession, en comparant tous les rapports, toutes les technologies, les vrais impacts, scope 1, scope 2, scope 3 dont je vous ai parlé, les effets rebonds, très intéressants les effets rebonds. Vous roulez en voiture verte, c'est génial, je ne pollue pas, je vais rouler 10 km de plus. Donc l'effet rebond, c'est un surplus de consommation qui vient annihiler l'économie de... Voilà. Et ça, à un moment, il faut que ça se...
Il faut que ça se calcule. Et donc c'est très difficile en fait de faire ce calcul qui est immensément compliqué, qui implique des paramètres que personne ne comprend. Et donc en fait aujourd'hui, moi j'ai tendance à vous dire, encore une fois je leur dis, il faut aller vers ces technologies-là, parce qu'elles émettent d'autres types de pollution qui n'étaient pas les pollutions du pétrole. Elles polluent davantage les sols, elles acidifient davantage l'eau, et donc pour cette raison, elles acidifient les sols, donc pour cette raison c'est moins bien. Mais pour les émissions de gaz à effet de serre, dans l'ensemble, c'est mieux. Et donc, si je dois choisir, je vais plutôt vers cette pollution qu'une autre. Mais de là à vous dire globalement, est-ce que c'est meilleur? Je vais vous dire ce que dit l'ADEME, une référence sur la question de la voiture électrique, dans son dernier rapport sur la voiture électrique. Une voiture électrique pollue globalement, a un impact environnemental globalement similaire à celui d'une voiture diesel. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Alors ils disent c'est mieux en termes de carbone, mais si vous mettez les autres postes de pollution, globalement, l'impact environnemental est similaire. C'est ça qu'ils disent. Alors de là à vous globaliser le propos, je ne sais pas, mais c'est pour vous dire que j'ai un peu l'impression qu'on va de Caribe en Scylla, quand même. Oui, bonsoir. Merci, merci pour votre intervention. J'avais une question que vous avez un tout petit peu répondu à la fin de votre présentation. C'était finalement cette idée que j'ai eu l'impression que tout au long de votre présentation, l'idée était de cette transition énergétique, c'était de passer du pétrole aux énergies vertes. Et il me semble que du fait de ce que l'on est en train d'en parler, du fait de, vous avez mentionné Philippe Biwix, etc., et puis ça peut être d'autres, la question n'est peut-être pas aussi, n'est pas aussi, à mon avis, tranchée de passer d'une technologie à une autre, mais bien plutôt de travailler sur un mix énergétique et de allier différentes matières premières pour faire des véhicules ou des outils avec des énergies différentes et non pas nécessairement faire un grand saut d'un tout pétrole à un zéro pétrole pour aller sur des énergies vertes qui ne sont pas, comme vous le dites, si vertes que ça. Donc, est-ce que on n'est pas en train d'être beaucoup plus critique que l'on ne l'a été auparavant, en ayant une meilleure connaissance, c'était la question de monsieur sur l'éducation, est-ce qu'on n'est pas un peu plus mieux éduqué sur tout ce qui est le bilan carbone de toutes ces énergies, cette question-là, et à mon avis un peu plus dans les consciences des gens maintenant qu'elle ne l'était à l'époque. Alors je crois qu'il y a beaucoup de points dans votre question. Alors en fait, vous avez posé un point intéressant et c'est un débat, c'est de dire mais est-ce qu'il y a vraiment une transition énergétique ? Et est-ce que c'est pas, comme le dirait le chercheur Jean-Baptiste Fressoz, une addition énergétique, cette histoire? C'est-à-dire que, en fait, nos mix, finalement, évoluent de la sorte que les énergies, les technologies vertes servent tout juste, en fait, à compenser le surplus de consommation d'un monde qui est en développement, avec 8, 9, 10 milliards de personnes demain, des classes moyennes dans les pays en développement qui veulent consommer comme nous, et finalement, la part des énergies vertes viendra juste combler en fait, ce surplus par rapport au niveau des années 2000. Quoi. Et donc on restera sur ce fond de pétrole et de charbon, et en fait, c'est juste en fait, le supplément de croissance qui sera en fait pris en charge. Et c'est intéressant, parce qu'en part relative, le pétrole et le charbon vont baisser, mais en part, en chiffre absolu de production, on va produire en 2035 autant de pétrole qu'aujourd'hui. Mais dans les mix énergétiques, ce sera effectivement plus complexe. Et donc, après tout, alors, les énergies vertes vont représenter une part toujours plus importante du mix, donc le propos que nous avons ce soir est nécessaire. Néanmoins, nous allons dans un monde qui va être un monde avec un mix technologique pour les voitures, pour les sources d'énergie, etc. Notez quand même que, dans certains cas, la direction qui est prise se veut résolument volontariste. Je vous rappelle que, je ne sais jamais si c'est, je crois que c'est Alexandra Ocasio-Cortez, la star montante du Parti démocrate américain, qui a une vingtaine d'années tout au plus, enfin 28 ans je crois, pressentie pour être une future star, peut-être présidente des États-Unis, a passé plutôt cette année son Green Deal. Et son Green Deal dit il faut qu'en 2050, les Américains, je crois que c'est qu'il faut que l'économie américaine soit zéro carbone. Donc vous voyez que là, on est dans une approche qui est beaucoup plus radicale de la question et qu'on va vers ça.
Je vous vois tirer la gueule, moi aussi je tire la gueule quand j'entends ça, parce que je ne pense pas que ce soit possible. Et puis c'est bien de dire que j'aimais pas ici, mais si en fait c'est pour émettre là-bas, il faut que la comptabilité réintègre ce que j'ai émis à l'extérieur, mais qui en fait provient d'une délocalisation de ma comptabilité, et à ce moment-là le zéro ne devient pas du tout zéro. Mais c'est vous dire qu'il y a des objectifs aussi qui sont très ambitieux, et qui font que ça va aussi extrêmement vite, et que le mix évolue de plus en plus vite, et toujours plus vite qu'on ne le croit vers ces énergies vertes. Voilà, j'essaie de vous répondre de façon synthétique. Oui, vous avez évoqué la Suède et l'Allemagne. Oui. Ces deux pays développent des modes de propulsion assez intéressants pour leurs sous-marins. À base d'hydrogène chez les Allemands et des sous-marins anaérobies chez les Suédois. Oui. Est-ce que ces modes de production d'énergie ont des applications civiles? Oui. Et quels sont les impacts sur l'environnement? D'accord. Alors, effectivement, alors c'est un débat qui apparaît en filigrane, mais puisqu'on va dans l'après-pétrole, pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas aussi l'hydrogène plutôt seulement que la voiture électrique? Bon, la voiture, alors donc il y a des applications civiles puisqu'on fait aussi aujourd'hui des voitures à hydrogène. Vous avez des voitures à hydrogène qui roulent à Paris, je crois que vous en avez 70, qui ont été mises en place par Air Liquide. C'est des taxis, vous pouvez prendre des taxis hydrogène. Ne me demandez pas trop le détail technique parce que je ne suis pas très à l'aise sur l'hydrogène, mais en gros c'est une voiture électrique, mais c'est une pile en fait qui l'électrolyse en fait, et me demandez pas plus. Mais bref, là je suis pas très à l'aise techniquement sur l'hydrogène, je le connais pas. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'hydrogène? Parce qu'effectivement, on dit que ça pollue moins, que ça émet juste de la vapeur d'eau, parce que bon, les industriels occidentaux, et pas qu'occidentaux, tout court, les industriels de l'électromobilité, vont investir dans les 8 prochaines années 255 milliards d'euros dans les technologies d'amélioration de l'autonomie de la batterie de la voiture électrique, de la batterie lithium-ion. Donc l'hydrogène, ça arrivera, mais que quand ils auront trouvé le point d'équilibre et le point mort par rapport à leurs investissements. Donc en 2030, on dit qu'il y aura 15 millions de voitures à hydrogène dans le monde, application civile, c'est une perspective plutôt optimiste, mais probablement que ce n'est pas avant 2030 que les industriels voudront basculer vers sa nouvelle technologie, parce qu'il faut d'abord qu'ils rentabilisent les investissements qu'ils engagent aujourd'hui d'abord, avant tout sur la batterie lithium-ion. Voilà comment je peux vous répondre. Mais on parle de bus à hydrogène, on parle effectivement de tout un tas de transports de mobilité collective à hydrogène. Ça fera partie du mix, mais pour le moment, on est d'accord, c'est vraiment des parts tout à fait ridicules. Oui. Alors l'impact sur l'environnement, il est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Mais pareil, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste, mais la prochaine fois, je serai plus calé. Mais en fait, pour produire cet hydrogène, qui est très abondant dans l'espace, mais en faible, en fait, très, très difficilement graspable, enfin attrapable sur Terre, j'emploie des mots qui ne sont pas bons, en fait, il faut beaucoup notamment d'énergie et d'énergie qui est carbonée. Donc en fait, il y a un coût énergétique lourd par rapport à cette pile à hydrogène. Donc l'impact environnemental peut être largement discuté aussi. Je suis désolé pour les termes techniques. Une dernière question, si vous avez. Bon, monsieur, parce que je ne voudrais pas non plus, on m'a dit quelquefois on faisait ça trop longuement. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, moi je voulais juste savoir ce que vous pensiez du devenir du gaz de schiste. Par exemple, l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. J'ai pas de point de vue là-dessus. Bon, les Américains, ils produisent du gaz de schiste. Ils sont les premiers producteurs je crois, premiers producteurs et premiers exportateurs de pétrole, si je me trompe pas. Ça dépend. Enfin, l'Arabie Saoudite a vu venir ça et du coup a fortement baissé les prix du pétrole ces dernières années pour en fait tuer l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis. Et donc du coup, la question du gaz de schiste, l'avenir dépend de deux choses. Il dépend des technologies que les Américains vont développer pour être capables de produire et d'extraire ce gaz dans des conditions environnementalement acceptables avec la réglementation environnementale américaine. Et puis, il dépend bien évidemment du prix du marché, parce que si le coût d'extraction est plus cher que le coût d'extraction du voisin et que les pétroles conventionnels, ça va être très compliqué. Il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus comme au XIXe siècle, on ne se penche plus par terre pour toucher du pétrole qui vous trempe les pieds à la surface du sol. Il faut creuser toujours plus profondément, il y a moins de pétrole conventionnel, facilement accessible, il faut extraire le pétrole à des coûts qui sont généralement plus élevés. Et donc du coup, on peut imaginer que les pétroles non conventionnels, pas que le schiste, pourront avoir un meilleur avenir compte tenu du fait que les réserves connues et facilement accessibles de pétrole s'épuisent. Mais je ne suis pas un spécialiste du pétrole. Mais encore une fois, le pétrole, ça fait 40 ans qu'on n'en a plus que pour 40 ans. Et donc en fait, ça va continuer. Toujours pour les alternatives, comment peut-on avancer
sur les métaux rares, si on par exemple, peut-on les synthétiser, peut-on les créer par méthode scientifique? En fait, on n'arrive pas à les substituer aujourd'hui. Très mal. Enfin non, pas du tout. En fait, les terres rares ne sont pas substituables. Il n'y a pas de synthèse. Il n'y a pas de produits synthétiques qui nous permettent aujourd'hui de remplacer la plupart de ces métaux rares. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer certains métaux par d'autres. Par exemple, le cobalt, c'est un vrai problème écologique. Elon Musk, avec sa Tesla, commence à comprendre que ça risque de poser un problème pour la réputation de sa voiture et dit je vais remplacer le cobalt par le nickel. Et du coup, en remplaçant le cobalt par le nickel, eh bien, ça permet de transférer les problèmes environnementaux non plus sur le Congo, mais sur la Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, on change un métal par un autre, on fait de la substitution. Alors quelquefois, on substitue les besoins. C'est-à-dire, en fait, on substitue en changeant les besoins. Comme il y a moins de voitures hybrides et qu'il y aura probablement plus dans l'avenir de voitures électriques, toute la catalyse qui est nécessaire pour le véhicule hybride, puisque le véhicule hybride a un pot d'échappement, tous les platinoïdes pour la catalyse vont disparaître. Et donc du coup, plutôt que de substituer, on supprime en fait une fonction du véhicule, par exemple, et du coup on n'a plus besoin de ce métaux. Donc ça peut être une solution éventuellement. On réfléchit dans ce sens-là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on essaie de trouver des produits biosourcés. Ça fait rêver quand vous passez un peu de temps avec des chercheurs qui vous disent mais on va économiser de la matière dans un ratio de 1 à 10 millions d'ici 10 ans pour la même application, vous avez envie d'y croire. Mais aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas de produit au sens synthétique qui permettent de remplacer une terre rare, par exemple. On ne sait pas faire. On peut utiliser moins de terres rares, ça on sait faire, mais on ne sait pas la remplacer par quelque chose qui ne soit pas synthétique, qui soit synthétique.